Pardon. On va attaquer donc deux chapitres d'application de thermodynamique. Donc, ce premier chapitre, c'est bien un chapitre qui est relatif à tout ce qui est transition de phase. Et puis, il restera donc le dernier chapitre qui, lui, est relatif à tout ce qui est machine thermique, donc les moteurs, les pompes à chaleur, etc. Et donc, la plupart du temps, c'est ce qui tombe au concours hein, quand la thermo tombe, justement. Hein. C'est tout ce qui est machine thermique. Et dans ces machines thermiques, bon, il y a les machines de base, j'ai envie de dire, où ça se limite à des échanges énergétiques que subissent des cycles de gaz parfait. Mais dès qu'on veut s'intéresser à des machines un tout petit peu plus réalistes, eh bien, les fluides thermiques qui circulent à l'intérieur des machines vont subir en plus des changements d'état. Hein. Donc, vous verrez que ce chapitre 5 va se superposés, en fin de compte, à venir également jouer un rôle important dans tout ce qui est machine thermique au niveau du dernier chapitre d'application hein, qu'on commencera soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Bien, donc au niveau de ce chapitre, il y a plusieurs points qui sont importants. Hein. C'est d'une part la partie grand 3 ici, où on va s'intéresser plus spécifiquement à l'équilibre liquide-vapeur dans le diagramme de Clapeyron. Si vous avez commencé à lire le cours, hein, c'est lié à ce qu'on appelle le réseau d'isothermes d'Andrews. Et puis ensuite, bien évidemment, la partie grand 4, tout ce qui est bilan énergétique anthropique, puisque hein, c'est ça que l'on utilisera en particulier hein, dans le chapitre sur les machines thermiques lorsqu'il faudra faire des bilans hein, sur ces machines. Bien, avant de revenir sur ces deux points importants, quelques généralités pour commencer hein, avec quelques définitions. Hein. Le corps pur, lui, il existe hein, sous trois phases, solide, liquide et vapeur. Et en fait, hein, si on peut voir physiquement en fait, séparément ces phases, c'est simplement parce que ces différentes phases sont caractérisées par des masses volumiques et des indices de réfraction différents. Donc là, le point déjà qui est bien important à avoir en tête, c'est que si vous vous intéressez à une masse d'eau liquide, par exemple, là, eh bien, lorsque cette masse va subir un changement d'état, par exemple qu'elle va se solidifier, donc on met une bouteille d'eau de 1 litre au congélateur, la masse, elle, va se conserver. Hein. Donc, si on a 1 kg d'eau, eh bien, on aura toujours 1 kg de glace une fois que le changement d'état aura eu lieu. Par contre, hein, compte tenu du fait que les masses volumiques ne sont pas les mêmes hein, pour l'eau liquide et pour la glace, si vous avez déjà fait cette expérience, là, vous savez que si vous mettez une bouteille en plastique hein, remplie à ras-bord au congélateur, lorsque la solidification a eu lieu, hein, la bouteille aura explosé. C'est simplement lié au fait que la masse volumique de l'eau liquide et de la glace n'est pas la même. Hein. Bien. Ensuite, les petits termes de vocabulaire en gras qui sont ici, que vous devez connaître. Hein. Alors, c'est assez parlant, hein, système monophasé, diphasé, triphasé, hein, donc tout est dans le terme. Hein. Donc, quand on a une seule phase, le système il est monophasé. Quand on a trois phases, le système est triphasé. Bien. Lorsqu'on s'intéresse à des corps purs, hein, tout est résumé sur le diagramme à trois dimensions que vous avez sous les yeux actuellement. Hein. Je vous rappelle ce qu'on a dit depuis le premier cours de thermodynamique, c'est que parmi hein, tous les paramètres d'état, il y a quelques variables d'état qui vont jouer un rôle privilégié. Donc, les variables d'état, hein, ce n'est rien d'autre que les paramètres d'état qui permettent de connaître complètement le système. Hein. Donc, on avait dit que les variables d'état que l'on privilégie en thermodynamique sont la pression, la température et le volume. Et donc, quand on connaît ces trois variables d'état, on connaît l'ensemble des caractéristiques en fait, de notre système. Hein. On a bien vu lorsqu'on fait les bilans énergétiques ou anthropiques que ces termes énergétiques, ces termes anthropiques hein, sont liés hein, aux valeurs des pressions initiales, finales, pareil pour les températures et les volumes. Et donc, en fait, hein, quand on fait ce diagramme à trois dimensions, ici, suivant l'endroit où on va se trouver dans le diagramme, le corps pur auquel on s'intéresse, il peut être, par exemple, soit que sous forme solide, ou sous forme d'un équilibre solide-gaz, si on est, par exemple, par là, ou sous forme d'un liquide, si on se retrouve par là, etc. Et donc, ces variables d'état vont jouer un rôle ici prépondérant sur l'état physique associé au système auquel on s'intéresse. Bien.
Vous remarquez ici qu'un diagramme à 3 dimensions, on ne peut pas le reproduire facilement sur nos feuilles. Et en plus, ce n'est pas très précis dans la mesure où, vu que c'est un schéma en perspective ici, on conçoit bien que si on se place par là, ça va être compliqué de faire une mesure, disons, pertinente du point de vue de la pression, de la température et du volume. Et donc, ce que l'on va faire d'un point de vue pratique, c'est qu'on va passer de 3 dimensions à 2 dimensions en s'intéressant donc à 2 diagrammes particuliers. Donc, on va s'intéresser soit au diagramme pression-température, qui va correspondre simplement à la projection ici à 3 dimensions, mais dans ce plan pression-température. Ou alors, on va faire une projection dans le plan pression-volume. Donc ça, on l'a déjà fait sans vraiment le dire, c'est quand on s'intéresse au diagramme de Clapeyron. Donc on en reparlera un petit peu plus loin, mais le diagramme de Clapeyron, quand on l'a utilisé, nous on l'utilisait en fait que localement dans la zone la plupart du temps où il n'y avait que du gaz, autrement dit dans cette zone-là. Et donc toute la partie gauche du diagramme n'apparaissait pas explicitement. C'est pour ça qu'on avait donc des formes qui étaient relativement simples pour les transformations usuelles, l'isotherme, l'isobar, etc. Donc là, on va s'intéresser à un cas un tout petit peu plus général. Donc l'idée, ça va être ça dans ce chapitre. On va projeter ce diagramme soit dans le plan pression-température, soit dans le plan pression-volume. Monsieur, et température-volume, on peut ou Alors, dans la pratique, on pourrait, puisque si on fait la projection dans le plan pression-température et pression-volume, rien n'empêcherait de le faire en fait dans le plan température-volume. Alors en fait, il y a quelques diagrammes, disons, qui sont utilisés en thermo, donc il n'y en a pas 50 des diagrammes. Donc en fait, il y a… Hop, une seconde, j'essaie de récupérer. Où est-ce que j'ai mon stylo? Pourquoi j'ai vu? Oui, donc il y a le diagramme pression-température et pression-volume. Donc le diagramme de Clapeyron, le diagramme de Watt, on en a déjà parlé un petit peu, on va le compléter ici. On va travailler avec le diagramme pression-température et puis on va voir un troisième diagramme dans le cours qui suit. Donc c'est le diagramme pression-enthalpie massique. Alors après, il faut savoir qu'en thermodynamique, il en existe tout un tas d'autres. Il y a également, par exemple, un diagramme qu'on ne verra pas, nous, puisqu'il n'est pas au programme, c'est un diagramme température-entropie, par exemple. Donc, vous avez ici les 4 diagrammes qui sont principalement utilisés en thermodynamique. Donc, après, au besoin, on peut en construire d'autres. Donc, nous, on va s'intéresser principalement à ces 3 premiers-là. On pourrait imaginer un diagramme température-volume. Après, dans la pratique, c'est plutôt avec ces diagrammes-là que l'on travaille parce que vous allez voir, ils ont des caractéristiques qui sont bien adaptées au changement d'état, ces 3 premiers diagrammes. Ce qui n'est pas vraiment le cas du diagramme température-volume. Bien. Merci. Les changements d'état, on parle également donc, de transition de phase. Donc, j'emploierai indifféremment ces différents termes. Donc, ici, vous avez un petit diagramme que vous connaissez donc, depuis le collège. Donc, chaque transition de phase a un nom spécifique. Donc, le changement d'état solide vers liquide, c'est la fusion, par exemple. Liquide vers gaz, c'est vaporisation. Donc là, je vous mets en garde juste sur un petit point. C'est lorsqu'on s'intéresse aux changements d'état qui partent donc, du gaz ici. Donc, quand on part du gaz et qu'on va vers le solide, c'est une condensation. Quand on va donc du gaz vers le liquide, donc le terme physique correct, c'est liquéfaction. Donc attention, dans le langage courant, souvent, on parle de condensation également pour ce changement d'état particulier. Donc ça, d'un point de vue physique, par contre, c'est pas terrible. Donc attention, le changement d'état gaz-liquide, c'est bien une liquéfaction. D'ailleurs, sur une des petites vidéos après sur des expériences pour le coup que je ne peux pas vous faire en direct, dans une des vidéos, il parle de condensation, alors que c'est bien d'une liquéfaction dont il s'agit. Donc attention, ce terme condensation, il est utilisé à mauvais escient dans le langage courant pour les transformations gaz-liquide. Donc attention, cette transformation-là, c'est bien une liquéfaction. Alors, si vous regardez un petit peu au niveau de ce diagramme, donc quand je pars du solide,
Donc, j'ai privilégié ici en rouge 3 changements d'état, la fusion, la vaporisation, et ensuite, attention, je change de sens pour décrire la sublimation. Donc, fusion, vaporisation, et ensuite sublimation. Vous allez voir un petit peu plus loin, lorsqu'on s'intéressera à l'énergie associée donc à ces 3 changements d'état particuliers, que sont la fusion, la vaporisation et la sublimation, il y a quelque chose de particulier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ici, j'ai regroupé ces 3 changements d'état. Bien. Alors, le diagramme pression, donc température ici donc, du corps pur. Donc là, j'ai projeté à 2 dimensions dans le plan pression-température le diagramme bien, donc, précédent. Donc là, on a un diagramme assez commun, j'ai envie de dire, que vous avez déjà rencontré donc, précédemment. Donc, vous remarquez qu'il y a les 3 états physiques qui apparaissent avec donc, le solide, le liquide et puis donc le gaz. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir repositionner. Donc ces phases, solide, liquide et gaz, sur un diagramme qui vous serait donc donné ici. Donc vous remarquez également que l'on a donc des courbes ici qui permettent donc de séparer 2 états physiques. Donc ces courbes, donc c'est ce qu'on va appeler donc les courbes d'équilibre. Si vous prenez donc la courbe que je suis en train ici de suivre, eh bien ça délimite le domaine d'existence du liquide et du gaz. Donc sur cette courbe-là, eh bien les 2 phases sont présentes. On a à la fois donc du liquide et du gaz. Si vous prenez la courbe d'équilibre qui est ici, eh bien on a à la fois donc du solide et du liquide. Pareil à ce niveau-là. On a à la fois donc, du solide et du gaz. Bien. Si vous regardez un petit peu donc, la courbe d'équilibre solide-liquide, vous remarquez que j'en ai fait apparaître 2 en fait, courbes d'équilibre. Alors, dans un diagramme donné, bien évidemment, il n'y en a qu'une. Par contre, il y a quelque chose d'un peu particulier quand on s'intéresse donc au diagramme pression-température de l'eau. Donc ici, c'est celui que je vous ai représenté à cause donc, des coordonnées du point triple et du point critique. Je vais y revenir juste après. Donc, quand on s'intéresse à l'eau, eh bien, cette courbe d'équilibre entre le solide et le liquide, qui est quasiment une droite en fait, eh bien, c'est une droite en fait de pente négative. Et ça, c'est spécifique à l'eau. Si vous prenez la quasi-totalité des autres corps purs, eh bien, donc, cette droite d'équilibre entre le solide et le liquide eh bien, a par contre une pente qui est positive. Alors, en soi, je vais envie de dire, ce n'est pas très, très grave, le fait que la pente soit positive ou négative, mais vous verrez, par exemple, lorsque je parlerai ensuite d'une expérience assez classique, l'expérience du pain de glace, eh bien, autant c'est une expérience qu'on peut faire avec de l'eau, autant c'est une expérience qu'on ne pourra pas faire avec les autres corps purs, simplement parce que lorsque je vais me déplacer dans le diagramme, suivant la variable que je vais faire varier, eh bien, on va pouvoir passer dans le domaine de stabilité du liquide ou pas. Vous allez voir ce que j'entends par là juste après. Bien, donc vous remarquez également qu'il y a un point particulier, donc c'est ce qu'on appelle le point triple, c'est le point où on voit se croiser en fait les 3 courbes d'équilibre. Donc au niveau de ce point triple, vu que eh bien, les 3 courbes d'équilibre eh bien, se rejoignent, on va avoir au niveau de ce point-là eh bien, les 3 phases qui vont être simultanément présentes, à savoir le solide, le liquide et le gaz. Si je regarde de l'autre côté du diagramme, ici vous avez le point eh bien, critique. Eh bien, au niveau de ce point critique, eh bien, ça marque l'extrémité en fait, de la courbe d'équilibre liquide-gaz. On peut continuer à aller plus loin en augmentant la température et ou la pression, autrement dit en se plaçant dans cette zone-là. Mais à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus distinguer véritablement le liquide du gaz. C'est un autre état donc, de la matière que l'on n'étudiera pas cette année. Donc, c'est le fluide qu'on qualifie de supercritique ou d'hypercritique. Donc, c'est plus véritablement donc, du liquide ni du gaz. Donc, c'est un état qui est un peu à cheval entre eh bien, donc, ces 2 états physiques particuliers. Bien. Le point triple, eh bien, c'est le point du diagramme de phase où coexistent donc, les 3 états donc, de la matière. Donc, le point triple, ça, c'est quelque chose que l'on peut, on va dire,
assez facilement donc, mettre en évidence d'un point de vue expérimental avec un certain nombre de corps purs courants, simplement parce que les coordonnées en fait, de ce point triple là, sont relativement accessibles. Là. Donc, si vous prenez donc, le cyclohexane par exemple, là, bon, 150 pascal, c'est une pression qui est quand même relativement faible, là, 150 pascal, il faut mettre ça en relation avec les 10 puissance 5 pascal ici, associés donc, à la pression atmosphérique, mais disons, c'est une pression qui est quand même assez accessible. Les températures, vous remarquez qu'elles sont tout ce qu'il y a de plus commun. Donc, pareil, au niveau donc, de l'eau, les coordonnées ici de ce point triple, 611 pascal et 0,01 degrés Celsius. Donc, ici, si je regarde rapidement, alors on ne va pas toutes les regarder, les vidéos, donc je vous les avais envoyées. Donc, vous pouvez les re-regarder au besoin. Bien. Donc là, la fenêtre elle a changé. Vous avez bien la vidéo en direct là. Oui. Oui. Donc là, si vous regardez, vous avez une petite coupelle dans laquelle eh bien, donc, vous avez pour l'instant de l'eau liquide et de la glace. Et donc, vous allez voir apparaître donc, des petites bulles de vapeur. Elles sont en train d'apparaître. Et donc, les trois phases seront simultanément présentes. Donc ici, ça ne se voit pas directement donc, au niveau de l'écran, mais l'expérience, là, elle est sous une cloche à vide. En fait, vous remarquez ici que vous avez un trou, c'est ce qui permet donc, de faire le vide sous la cloche. On aperçoit en fait le verre de la cloche à vide sur les extrémités en fait, de la vidéo, puisqu'il faut aller jusqu'à cette pression de 611 pascal, de manière à rejoindre donc, les coordonnées donc, du point triple. Et donc là, vous remarquez que justement, on a donc, les trois états ici de la matière qui sont présents simultanément, puisque vous avez les petites bulles qui caractérisent la présence de vapeur d'eau. La glace est encore présente et bien évidemment, donc, le liquide ici est présent également. Alors, ça, c'est une expérience qu'il est possible de faire assez donc, facilement donc, en laboratoire. Bon, par contre, compte tenu du fait que les coordonnées du point critique sont parfaitement, pardon, du point triple sont parfaitement déterminées, eh bien, il faut être à la température de 0,01 degrés Celsius et à la pression de 611 pascal de manière à voir apparaître eh bien, donc, ces trois états physiques simultanément. Donc, si, bien évidemment, on n'est pas à ces valeurs particulières ici de pression ou de température, eh bien, on ne peut pas voir les trois phases simultanément. Bien. Le point donc, critique, c'est le point du diagramme de phase auquel donc, on ne distingue plus l'état liquide de l'état gazeux. Alors, on me demande, est-ce que ce n'est pas appelé également plasma? Alors, non. Le plasma, c'est encore autre chose. Donc, c'est un gaz qui, lorsqu'il va être porté à haute température, eh bien, donc, on va pouvoir arracher en fait, des électrons à ce gaz. Donc, ça, c'est un modèle dont vous parlerez en deuxième année. Donc là, c'est différent ici. Bien, donc le point critique, donc lui au niveau donc, du diagramme, bon, lui, il est un petit peu plus compliqué à obtenir expérimentalement. Donc, si vous prenez l'eau par exemple, 221 bars, 374 degrés Celsius. Bon, 374 degrés Celsius, c'est élevé, mais disons, c'est encore assez raisonnablement accessible. La pression de 221 bars, par contre, elle est quand même assez énorme, cette pression. Donc, en laboratoire, c'est quand même bien plus compliqué à obtenir. Donc, en TP, par contre, eh bien, il y a un dispositif assez courant. Donc, on va s'intéresser à un corps pur particulier, c'est l'hexafluorure de soufre, SF6. Donc, ce dispositif-là, on l'a au pupille également. Eh bien, on peut mettre en évidence eh bien, l'état critique associé donc, à ce corps pur, simplement parce que si vous regardez les coordonnées ici donc, de ce point critique, remarquez qu'elles sont quand même bien plus basses, 45,5 degrés Celsius simplement pour la température critique et 37 bars pour eh bien, la pression critique. Alors, bon, c'est élevé, 37 bars, mais disons, c'est quelque chose que l'on peut obtenir assez facilement au laboratoire.
Alors, ici, au niveau donc, de cette expérience, hop, on va juste regarder. Pareil, je mets la vidéo ici au niveau donc, du dispositif FF6. Donc, au pupille, on n'a pas tout à fait le même dispositif, mais en gros, ça revient à peu près donc, au même. Donc, ici, vous avez un bain thermostaté qui permet donc, eh bien, donc, de faire circuler en fait de l'eau à une température fixée au niveau donc, d'une cellule. Ça permet de choisir la température à laquelle eh bien, donc, on veut travailler. Et donc, vu que la température elle est relativement faible, pour les coordonnées du point critique, 45,5 degrés Celsius, c'est un état que, eh bien, donc, auquel on peut avoir accès assez facilement. Et puis, bon, là, on ne le voit pas sur ce dispositif-là, mais sur les dispositifs un petit peu plus courant, je vous le montrerai au pupille là, quand on reviendra, eh bien, on peut faire varier également donc, la pression simplement en faisant varier en fait le volume disponible pour le système. Alors, proprement parlé, c'est le volume que l'on fait varier, mais qui va être traduit en termes de pression. Donc, ici, c'est un dispositif un tout petit peu différent, mais ça revient à peu près au même. Donc, la cellule ici, elle va être remplie de SF6. Bien. Donc là, ce qui est observé, c'est justement donc, eh bien, la cellule qui est remplie de SF6. Donc là, vous remarquez que pour l'instant, eh bien, on se balade sur la courbe d'équilibre liquide-vapeur, simplement parce que vous voyez qu'ici, il y a un ménisque en fait, qui est bien net avec eh bien, la phase liquide sur la partie basse et puis donc, la phase gazeuse au-dessus. Vous remarquez qu'il y a des petites bulles de vapeur qui s'échappent, qui traduisent bien donc, la présence ici et bien, de la vapeur. Donc ensuite, on continue donc, à se déplacer donc, sur la courbe d'équilibre. Donc, comme c'est indiqué sur la vidéo, vous remarquez que le ménisque ici qui sépare les deux phases, il devient de moins en moins net. Et à un moment donné, lorsque on va rejoindre eh bien, donc, le fluide supercritique, vous allez voir que eh bien, donc, on va avoir le ménisque qui disparaît avec en plus un phénomène assez particulier. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'opalescence critique qui se traduit par cette coloration un peu bleutée grise. Et donc, lorsqu'on rejoint donc, le point critique, ce qui est le cas à ce niveau-là, eh bien, vous remarquez que le ménisque a complètement disparu. Donc, on n'a plus qu'une seule phase ici. Cette phase, c'est du fluide donc, supercritique. Donc, c'est un fluide qui a des propriétés donc, assez particulières. C'est plus vraiment donc, du liquide, c'est plus vraiment donc, du gaz. Donc, c'est ce qu'on appelle un fluide supercritique. Donc, nous, on ne rentrera pas plus dans le détail. Il faut savoir que ça existe, mais c'est à peu près tout. Donc, Monsieur, là, sur l'expérience, oui, on est en train de rejoindre de nouveau la courbe d'équilibre pour refaire apparaître les deux phases. Oui. si le ménisque disparaît, ça veut dire que la viscosité du fluide, du coup, elle est nulle. Alors là, j'avoue, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question-là. Disons, le ménisque, lui, traduit simplement donc, la présence de deux phases. Et comme, en fait, ces deux phases ont des masses volumiques et des indices de réfraction différents, sous l'effet de la pesanteur, en fait, elles sont séparées. C'est la raison pour laquelle on voit ce ménisque qui fait apparaître les deux phases. Après, au niveau donc, du coefficient de viscosité, j'ai envie de dire sans doute, puisque a priori, donc, le liquide et le gaz n'ont pas, il n'y a pas de raison qu'ils aient le même coefficient de viscosité. Donc, j'ai envie de dire sans doute, mais ce n'est pas, disons, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle en fait, de changement d'état, mais sans doute, j'ai envie de dire. Bien, donc ça, c'était pour visualiser un petit peu cette notion de point triple et
de points critiques. Alors, on revient sur quelques remarques et définitions. Donc, on a dit qu'un corpus sous une phase, c'était donc un système qui était qualifié de monophasé. Alors, attention, on va lui donner un deuxième qualificatif à ce système monophasé. On va dire qu'il est divariant. Donc, ça, c'est un terme que vous devez connaître. Donc, ici, on donne juste globalement la définition dans le cas particulier qui nous intéresse. Et donc, en deuxième année, vous définirez donc en thermochimie, en gros, le chapitre qui restera à faire pour que le cours de thermodynamique soit complet, la notion de variance, donc, que l'on retrouve dans ce terme divariant ou monovariant qui suit. Et donc, vous expliquerez comment on peut calculer la variance associée donc, à n'importe quel type de système. Donc, nous, on va simplement la donner dans le cadre du corpus sous une phase, deux phases ou trois phases. Alors, le système ici, il est qualifié de divariant, donc ça veut dire simplement que la variance est de 2. Et donc ça veut dire simplement qu'il nous faut deux paramètres intensifs pour caractériser complètement l'état du système. Alors, deux, pourquoi? Simplement parce que je vous rappelle, on détermine complètement donc, les caractéristiques d'un système à l'aide de l'équation d'état qui relie donc, la température, la pression et le volume. Donc, si on connaît deux variables, la température et la pression, par exemple, le volume, lui, il va être donné par l'équation d'état. Alors, si je reviens un peu en arrière là, et que je regarde mon diagramme pression-température, vous remarquez que si je m'intéresse au gaz, par exemple, si je me place à cette valeur particulière de température, par exemple 70 degrés Celsius, vous remarquez que j'ai la liberté de fixer également donc, la pression pour obtenir donc, du gaz. Je peux me placer par exemple à cette pression qui est ici ou à cette pression-là, et de manière générale à toutes les valeurs de pression qui sont situées ici entre une pression nulle et la courbe d'équilibre. Donc, c'est ça que ça signifie un système divariant. Ça veut dire que pour fixer un état donc, physique monophasé unique, du gaz ou du liquide ou du solide, je peux choisir indépendamment la pression et la température. Alors, bien évidemment, en condition de rester dans le domaine d'existence de la phase. Mais on peut choisir indépendamment la pression et la température. Ça, ce n'est plus vrai si le système il est diphasé, autrement dit qu'il est sous deux phases. Donc, si vous vous placez par exemple sur la courbe d'équilibre liquide-gaz qui se trouve à ce niveau-là, si je choisis de travailler donc, à une température de 100 degrés Celsius par exemple, la pression qui correspond donc à l'équilibre liquide-gaz va être imposée par la courbe d'équilibre et va être égale à une atmosphère ici. Et donc là, on va dire que notre système, il est monovariant, la variance va valoir 1. Autrement dit, si je veux avoir accès à un corpus ici sous deux phases, à partir du moment où j'aurai choisi la température ou la pression, la deuxième paramètre intensif sera imposé par la courbe d'équilibre. Donc ça, c'est lorsqu'on a un système diphasé. Lorsqu'on a un système triphasé, donc en l'occurrence, qu'on s'intéresse au point triple, là, la variance sera carrément nulle. Autrement dit, les coordonnées de ce point triple sont imposées par le corpus lui-même. Donc, si on a de l'eau, le point triple aura pour coordonnées 611 pascal 0,01 degrés Celsius. Si vous avez du cyclohexane, je vous avais donné donc, les coordonnées, elles sont différentes, mais on a une variance nulle pour ce point triple. Autrement dit, pression et température sont imposées par le dispositif. Donc ça, c'est des petits termes que vous devez connaître. Et puis, je vous dis, cette notion de variance, vous la définirez de manière plus générale en deuxième année. Bien, je vous ai mis également quelques expériences classiques pour le coup que je ne peux pas vous faire en direct. Donc, j'ai récupéré quelques vidéos. Donc, la première, c'est la plus classique, c'est l'ébullition de l'eau à température ambiante. Donc là, vous remarquez qu'on a donc une cloche à vide. Vous avez un petit bécher qui contient ici initialement donc, de l'eau liquide. Vous avez également un capteur de température. Vous remarquez ici que
eh bien, donc, la température fait 22 degrés Celsius. Hein, et puis, vous avez un petit gant hein, qui, lui, va simplement hein, permettre de vérifier que la pression va diminuer à l'intérieur donc de la cloche à vide. Donc là, la pompe, elle va être mise en route. Donc, le fait hein, qu'on fasse le vide, hein, ça se voit avec le gant qui se gonfle, hein, simplement hein, parce que, compte tenu du fait que l'on fait le vide hein, au niveau donc, ici de la cloche, eh bien, donc, les forces de pression qui étaient initialement égales à l'intérieur et à l'extérieur du gant, hein, bah, vous remarquez que, eh bien, elles ne vont plus être égales. Hein. Les forces de pression intérieures hein, au gant deviennent plus grandes que les forces de pression extérieures. Hein, et c'est la raison pour laquelle hein, eh bien, le gant se gonfle. Donc, remarquez bien que le fait de faire varier la pression, hein, ça ne modifie absolument pas la température du milieu. Hein. On reste à la température de 22 degrés Celsius. Et donc là, vous remarquez hein, que l'eau, ici, hein, va se mettre eh bien, donc, à bouillir. Hein. Et donc, on peut tout à fait obtenir, en fait, hein, eh bien, donc, ébullition de l'eau hein, sous eh bien, la température ici de 22 degrés Celsius. Alors ça, hein, ça n'a rien d'extraordinaire, hein, donc simplement parce que bah, vous remarquez qu'il y a tout un jeu de couple pression-température hein, pour laquelle on peut avoir les deux phases liquide et gaz ici présentes simultanément. Hein. Donc lorsqu'on est sous pression atmosphérique, eh bien l'eau bout à 100 degrés Celsius. Hein. Mais si on fait varier donc, la pression hein, en la diminuant, par exemple, hein, eh bien, la température d'ébullition ici de notre eau liquide hein, va diminuer. Hein. Donc ça, hein, vous le savez depuis un moment, on vous l'a déjà dit. Hein. Donc si vous vous placez hein, au niveau donc, du Mont Blanc hein, ou de l'Everest, par exemple, hein, ben, l'eau ne bourra plus hein, à 100 degrés Celsius, mais à une température plus faible, hein, donc de l'ordre de 85 de mémoire degrés Celsius à peu près hein, au niveau donc, du Mont Blanc, et puis encore plus bas, hein, de l'ordre de 70 de mémoire au niveau du sommet hein, de l'Everest. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, c'est simplement parce que gardez à l'esprit qu'à une pression eh bien, donc, donnée va correspondre une température d'ébullition hein, donnée. Hein. Et donc en jouant hein, sur la valeur de la pression, on peut très facilement diminuer la température ici d'équilibre liquide-gaz. Bien. Vous avez ensuite une deuxième expérience, donc c'est le bouillon de Franklin. Alors, c'est une variante en fait de l'expérience précédente. Personnellement, ça c'est une de mes expériences préférées de physique, hein, parce qu'elle ne nécessite rien en termes de matériel et je trouve qu'elle est assez spectaculaire. Hein. Donc ici, hein, vous avez un ballon hein, qui contient ici de l'eau. Hein. Donc initialement, hein, ce ballon ici, il est ouvert. Donc il y a de l'air hein, eh bien, au-dessus, hein, ici, donc, de l'eau liquide. Et donc là, l'idée, hein, ça va être de porter l'eau à ébullition hein, et surtout hein, d'attendre un moment hein, lorsqu'on porte l'eau à ébullition avant de boucher ici le ballon. Alors, il faut attendre un moment hein, simplement de manière à ce que, eh bien, il y ait suffisamment de vapeur d'eau ici. Alors, je ne sais plus si… Enfin, oui, excusez-moi, je n'ai pas changé… j'ai pas changé l'écran. Que j'ai pas changé l'écran. Alors, je disais donc, je reprends pour le coup, hein, j'avais oublié de changer la fenêtre. Donc, vous avez ici le ballon hein, avec donc, de l'eau liquide. Hein. Donc, on porte cette eau liquide donc, à ébullition. Le ballon, il est initialement ouvert. Hein, donc, il y avait donc, bien évidemment de l'air hein, au départ, hein, au-dessus donc, de l'eau. Et donc là, il faut porter à ébullition suffisamment longtemps avant de boucher ici le ballon, de telle manière à ce que eh bien, toute la vapeur d'eau ici, qui est liée à la vaporisation ici de l'eau liquide, hein, ait pu chasser donc l'air du ballon, hein, de manière à avoir au niveau donc, du ballon uniquement donc, de l'eau, hein, donc de l'eau sous deux phases, liquide à ce niveau-là et gazeuse sur la partie supérieure. Bien, donc là, il faut bien boucher donc, le ballon. Hein. Ce que l'on fait ensuite, c'est que l'on retourne le ballon.
Donc, vous remarquez que l'ébullition ici, elle a cessé. Donc, c'est simplement parce que on a arrêté de chauffer. Et donc là, l'idée, c'est ensuite de verser donc, de l'eau froide ici et bien, sur le ballon. Et le fait de verser de l'eau froide sur le ballon, vous remarquez que ça permet donc, à l'ébullition de reprendre. Donc, quand on arrête de verser de l'eau, l'ébullition s'arrête. Et puis, quand on reverse de l'eau froide, il est possible 3, 4, 5, une dizaine de fois de faire reprendre l'ébullition. Et donc là, en versant de l'eau froide, on arrive en fait à bien, faire bouillir de l'eau. Donc, je trouve que c'est une expérience qui est assez sympa. Alors, mieux quand on la voit en direct, mais on se contentera de la vidéo. Alors, si on réfléchit un petit peu à la manière dont ce phénomène est possible. Donc, c'est simplement lié à la chose suivante. Donc, lorsque on va verser donc, de l'eau froide sur le ballon, on va refroidir ici donc, la vapeur d'eau qui se trouve au-dessus. Et donc, cette vapeur d'eau va se liquéfier. Donc, il y a une partie de la vapeur qui va se transformer en liquide. Donc, s'il y a du gaz qui disparaît, il va y avoir une dépression qui va s'opérer donc au niveau de notre ballon. Alors, quand je dis une dépression, attention, on n'a pas que du vide au niveau donc, du ballon. Il reste de la vapeur d'eau. Mais comme on liquéfie une partie de la vapeur d'eau, il y a la pression en fait, du gaz qui se trouve à ce niveau-là qui diminue. Et donc, exactement comme pour l'expérience de la cloche à vide précédente, si la pression elle diminue, la température qui va correspondre à l'équilibre va changer et diminuer également. Et donc là, en faisant liquéfier une partie ici donc, de notre gaz, on se déplace sur la courbe d'équilibre et il est donc possible d'abaisser donc la température d'ébullition et donc en versant ici de l'eau froide, on arrive à faire bouillir de l'eau. Donc, c'est une variante en fait de la cloche à vide, cette expérience du bouillon de Franklin. Bien, donc je repasse sur le cours. Donc, une autre expérience que j'aime bien faire, c'est l'expérience du pain de glace. Donc, je vous ai mis pareil 2 petites vidéos pour illustrer cette expérience. Donc, au niveau, donc, alors attendez, hop, c'était pas celle-là que je voulais vous mettre, c'était l'autre. Donc, ici, donc c'est l'expérience du pain de glace. Donc, ici, vous avez simplement un petit support et on pose un pain de glace sur ce support. Donc, en général, donc on met simplement de l'eau dans une grosse jardinière que l'on passe ensuite au congélateur pour obtenir ce pain de glace. Et ensuite, ce que l'on prend, c'est une corde à piano et on accroche donc, des poids aux extrémités ici de cette corde à piano. Et donc là, vous devinez donc, le fil. Donc sur l'expérience que j'ai récupérée en vidéo, je ne suis pas sûr que ça soit une corde à piano parce que ça met quand même relativement longtemps l'expérience à se réaliser. Puis les points en plus ils sont relativement faibles. Donc quand on fait cette expérience ici au pupille, on accroche de part et d'autre de la corde à piano 2 masses de 10 kg chacune en fait. Et donc, lorsque on regarde ce qui se passe, ici, on a donc le fil, la corde à piano, qui va, entre guillemets, couper la glace. Alors, quand je dis ici que la corde, je ne suis pas sûr que c'est une corde à piano, simplement parce que vous remarquez que la glace, elle fond en même temps que le fil, il coupe la glace. Donc, ça veut dire que l'expérience, ça prend vraiment très longtemps. On fait la même expérience au pupille avec la corde à piano et les 2 masses de 10 kg, ça prend une vingtaine de minutes à l'expérience. Et donc, le pain de glace, il n'a pas le temps de fondre, en fait. Donc là, alors, si je la remets une fois, celle-là. C'est quoi? Alors, attendez, je regarde en direct.
Peut-être, ça c'est une vidéo que je n'avais pas vue. Donc vous avez un autre pain de glace ici. Donc celle-là va sans doute être un peu plus spectaculaire. Donc ici, hein, vous avez donc, le fil hein, qui, vous remarquez, hein, coupe la glace. Alors là, il faut faire un petit peu attention à ce terme coupe la glace. On va dire plutôt traverse la glace, parce que vous remarquez hein, que au fur et à mesure que le fil avance, hein, le pain de glace, lui, il reste intact. Hein. Donc le fil, il traverse la glace, hein, mais sans véritablement la couper, hein, le couper intégralement, hein, simplement parce qu'une fois que eh bien, donc, le fil a traversé en fait, hein, eh bien, donc, le pain de glace, eh bien, le pain de glace, lui, est de nouveau intact. Alors, si on regarde un petit peu, hein, pourquoi. Donc ici, je vous remets hein, le diagramme pression, donc température de l'eau. Donc je vous rappelle qu'on s'intéresse ici à la glace. Hein, la courbe d'équilibre, hein, c'est la courbe noire qui se trouve à ce niveau-là hein, pour l'équilibre entre le solide et le liquide. Donc initialement, hein, on a de la glace, hein, donc à moins 4, moins 5 degrés Celsius. Hein, donc on est à peu près par ici, là, sous pression atmosphérique. Et donc, ce que l'on fait, c'est que l'on accroche les deux grosses masses ici hein, sur le fil. Hein, et donc, au niveau du fil, juste en dessous du fil, hein, la pression hein, va augmenter très fortement, puisque je vous rappelle, là, la pression, hein, c'est une force par unité de surface. Et donc, comme on accroche les deux grosses masses là, sur le fil, hein, eh bien, ça va générer une force, une pression par unité de surface, juste en dessous du fil, hein, bien plus importante. Et donc, localement, hein, ici, à température constante, hein, on va avoir la pression qui va augmenter et on va rejoindre la courbe d'équilibre. Et donc, juste sous le fil, hein, eh bien, il y a de l'eau qui va eh bien, se former. Et donc, le fil, il va passer. Et une fois que le fil il est passé, eh bien, la pression hein, va rediminuer donc, très fortement, hein, puisque juste en dessus du fil, hein, il n'y aura plus cette force qui s'applique et donc la glace se reformera au-dessus en fait, du fil. Et de proche en proche, comme ça, hein, le fil va pouvoir traverser la glace sans que l'on obtienne au final hein, deux morceaux hein, bien distincts de glace. On obtiendra toujours notre pain de glace eh bien, intégralement hein, simplement parce que localement, juste en dessous du fil, on a du liquide et juste en dessus du fil, on a du solide, hein, simplement parce que hein, eh bien, on va rejoindre la courbe d'équilibre avant hein, de la requitter hein, pour rejoindre la pression atmosphérique. Donc, ce sont des petites expériences classiques qu'il faut avoir vu au moins une fois, hein, histoire de savoir de quoi il s'agit. Si on pose quelques petites questions qualitatives en question de cours, le jour du concours, sur ces diagrammes pression-température de l'eau. Hein. Monsieur? Oui. Donc en fait, le fil, il agit pas comme un couteau. C'est pour ça qu'on peut pas dire que ça coupe. C'est Alors, en jouant la pression. disons, le fil, vu qu'il traverse complètement le pain de glace, il joue le rôle de couteau. Hein, donc, disons, conceptuellement, hein, on pourrait faire la même chose avec un couteau, hein, un opérateur qui prend un couteau et qui appuie très fortement hein, sur le pain de glace. Par contre, hein, il faut arriver à rejoindre la courbe d'équilibre hein, de manière à ce que ça soit bien le changement d'état qui permette en fait de traverser le pain de glace. Et donc, quand on fait un petit calcul d'ordre de grandeur, hein, donc ça c'est un truc que j'aime bien faire là, quand on fait l'expérience donc en direct. Hein, donc on calcule en fait la pression hein, qui s'exerce au niveau du fil. Hein, et donc, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il vaut mieux éviter de mettre le doigt en dessous du fil. Donc, je vous ai dit, hein, quand je fais l'expérience au pupille, hein, je prends donc deux masses de 10 kg chacune. Okay, donc, 10 kg chacune, hein, ça fait 20 kg. Et donc, si je multiplie donc, par l'accélération de la pesanteur, hein, donc 10 mètres seconde moins 2, on a donc une force qui est de l'ordre de 200 newtons hein, au niveau donc, de la force qui est exercée donc, par le fil. Donc la pression, hein, c'est la force divisée par la surface. Et donc ici, hein, la surface, si je dessine schématiquement hein, ici mon pain de glace,
Donc ici, on a un pain de glace qui est un parallélépipède à base rectangle. Donc schématiquement, le pain de glace, vous l'avez là. Et donc, quand on s'intéresse en fait à la surface, donc la surface, c'est la surface ici de contact entre donc, le fil et le pain de glace. Donc, si on part ici sur une jardinière classique pour fabriquer le pain de glace, on a quelque chose qui est de l'ordre de 10 cm à peu près pour le pain de glace, donc 10 par 10. Et ensuite, donc, la surface, c'est rien d'autre que cette longueur fois le diamètre donc, du fil. Et le diamètre du fil, je sors un pied à coulisse, on le mesure. Et donc, de mémoire, il me semble qu'il est de l'ordre, le diamètre de 0,3 mm en fait. Et donc, si on fait une application numérique, pression égale force sur surface, donc j'ai dit la force, c'est 200 newtons, divisé donc, par la surface, donc la longueur ici, donc 10 cm par le diamètre du fil, donc, on trouve une force de pression qui est donc de l'ordre de 60 bars à peu près, juste en dessous du fil. Et donc, c'est pour ça que quand on fait l'expérience, je dis qu'il vaut mieux éviter de mettre le doigt juste en dessous du fil, parce qu'on a cette pression qui est de l'ordre de quelques dizaines de bars. Donc, c'est assez énorme. Donc, en soi, on pourrait utiliser un couteau, mais il faudrait exercer une pression de 60 bars avec le couteau pour faire en fait le même effet. Donc, 60 bars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Donc, c'est simplement lié au fait que le diamètre du fil, ici, il est extrêmement petit. Donc, avec un couteau, dans la pratique, même si je sais que vous êtes sportif et que vous êtes costaud, vous n'y arriverez pas, quoi. Merci. Bien. Alors, ensuite, on va s'intéresser donc au corps pur donc, sous deux phases. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de commencer à faire donc, des petits calculs. Bien. Donc, vous avez ici donc, la courbe d'analyse thermique. Bon, ça, ce n'est pas une expérience quand je suis en présentiel là, que je fais en direct, mais vous l'avez sans doute fait au collège. On regarde comment varie donc, la température d'un corps pur ici lors d'un changement d'état. Donc, je vous ai mis ici directement la courbe d'analyse thermique. Donc, on travaille sous pression atmosphérique constante. Donc, ça, il faut bien garder à l'esprit que la pression, elle est constante. On travaille ici dans un récipient ouvert sur l'atmosphère. Donc, forcément, la pression, elle est imposée. Et donc là, lorsque on va réchauffer, par exemple, un morceau de glace, la température ici va augmenter jusqu'à rejoindre donc, la température de 273 Kelvin, 0 degré Celsius. Et à partir en fait, de ce point particulier, on va avoir un équilibre entre donc, le liquide et le solide. Et tant qu'on a simultanément en fait, de la glace et du liquide, la température elle n'évolue plus. On obtient ici un plateau de changement d'état, à température constante, c'est le plateau de fusion. Et lorsqu'on arrive au niveau de l'extrémité de ce plateau, le dernier grain de glace va disparaître, on va avoir que du liquide, et donc on va avoir la température qui va de nouveau augmenter, et ce, tant qu'on a une température inférieure à 100 degrés Celsius. Quand on atteint la température de 100 degrés Celsius, il va apparaître la première bulle de vapeur ici, et à ce moment-là, la température va se stabiliser, on va obtenir un plateau de vaporisation, et tant que le liquide et la vapeur d'eau sont présentes simultanément, la température va rester constante à 373 Kelvin, autrement dit 100 degrés Celsius. Quand on arrive à l'extrémité du palier, ici, la dernière goutte de liquide va disparaître et la température va à ce moment-là pouvoir donc, de nouveau augmenter. Bien. Ce qui va être important pour nous, pour la suite, c'est que un changement d'état ici se fait à température et pression constante. Et donc ça, on va voir que d'un point de vue énergétique, ça va être particulièrement intéressant.
en particulier, eh bien, du point de vue donc, du premier principe, où ça nous permettra de travailler avec la fonction donc, enthalpie, que l'on a citée à plusieurs reprises, mais sans avoir véritablement besoin de l'utiliser jusqu'à présent. Vous allez voir qu'ici, ça va être fondamental, le fait que le changement d'état se fasse à température et pression constante. Bien, je mettais une petite remarque également. Donc, le phénomène de surfusion, vous allez voir, ça c'est quelque chose qu'on va étudier donc, en exercice. Donc, j'y reviendrai plutôt à ce moment-là. Donc, c'est simplement donc, lié au fait que on a certes une température de changement d'état sous pression atmosphérique. Et bien, donc, on sait que la température de solidification ou de fusion de la glace, c'est 0 degré Celsius. Et pour autant, c'est possible d'obtenir donc, du liquide à -7, -8, -9 degrés Celsius sous pression atmosphérique. Et j'insiste bien, sous pression atmosphérique. Simplement parce qu'on a dit que en faisant varier la pression, on pouvait faire varier la température de changement d'état. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc ici, je me place bien à la pression atmosphérique. Donc la température de changement d'état donc, de fusion de la glace, eh bien, c'est 0 degré Celsius. Et pour autant, eh bien, donc, on peut obtenir une température inférieure à la température de changement d'état tout en gardant de l'eau liquide. Bon, après, par contre, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, cet état-là, ce n'est pas un état qui est stable, c'est un état métastable. Donc, la moindre petite perturbation, en fait, fait quitter cet état métastable de surfusion pour rejoindre le domaine d'existence correspondant, puisque si on est à -7 degrés Celsius, l'état stable relatif à l'eau, c'est de la glace. Donc, la moindre petite perturbation fait solidifier toute l'eau disponible. Donc, ça, on en reparlera quand on fera le petit exercice correspondant, soit tout à l'heure, là, si j'ai eu le temps, soit la prochaine fois. Donc, je reviendrai sur les vidéos à ce moment-là. Monsieur, Oui. monsieur, ça correspond un peu à l'expérience où on met une bouteille d'eau au congélateur et quand on la verse, on peut faire la glace juste en la versant ou alors en tapant la bouteille. Ouais, alors c'est exactement ça. Donc, vous pouvez le voir sur l'une des vidéos. Alors, je ne sais plus laquelle, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. Donc, on y regardera d'un peu plus près quand on fera le bilan énergétique associé. C'est le deuxième exemple qu'on prendra. Oui, Pourquoi il faut une perturbation, monsieur, pour que ça gèle? C'est quoi une perturbation? Ouais, et pourquoi il en faut une? Alors, c'est simplement parce que c'est un état d'équilibre, mais instable en fait. Donc, on a vu en mécanique que il existait deux états d'équilibre, donc l'état d'équilibre stable et l'état d'équilibre instable. Donc, quand on s'intéresse à l'état d'équilibre stable, par exemple, une bille qui est au voisinage du bas d'une cuvette, on a dit que la moindre perturbation eh bien, est telle que la bille elle va osciller autour de la position d'équilibre stable. Bon. Si vous prenez un maximum d'énergie potentielle, on parle toujours d'état d'équilibre, mais si vous prenez par exemple une piste qui est toujours circulaire, mais que vous posez l'objet au niveau de la partie haute, eh bien, la moindre perturbation va faire quitter l'objet de cette position d'équilibre. Autrement dit, vous lui mettez une petite pichenette et hop, l'objet, il quitte cette position d'équilibre sans jamais y revenir. Là, c'est exactement la même chose. On peut voir ça comme un état d'équilibre instable qui va être quitté dès que on va secouer un petit peu le dispositif ou qu'on introduit une petite saleté dans le récipient ou quelque chose de ce type-là. C'est un état d'équilibre, entre guillemets, instable. Donc là, on parle plutôt d'état métastable, mais en gros, c'est l'équivalent de l'équilibre instable qu'on avait vu en mécanique. Et la pichenette, elle va porter une variation dans quelle grandeur? Alors, hop, on va pour le coup anticiper un peu sur l'exercice, mais ce n'est pas très grave. Hop, je vais mettre la vidéo. C'est pas l'expérience qui me gêne, c'est la physique qu'il y a derrière. On ne voit pas trop sur quelle équation ça joue. Sur quelle équation ça joue? Alors, ouais, la petite pichenette, c'est une variation d'énergie potentielle, mais laquelle? Alors, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, en fait. Alors, attendez, j'ai perdu ma fenêtre. Hop, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Donc, lorsque j'ai dessiné la courbe d'analyse thermique, alors je vais dessiner plus spécifique.
la courbe d'analyse thermique liée à une solidification. Donc, elle va être dessinée dans l'autre sens par rapport à ce que j'ai fait juste avant, simplement parce que je m'intéresse ici à une solidification pour parler de ce phénomène de surfusion. Donc, dans la solidification, on va avoir la température qui diminue tant qu'on a du liquide. Ensuite, un palier de changement d'état lorsqu'on a l'équilibre liquide-solide. Et puis ensuite, on a la température qui rediminue lorsqu'on n'a que du solide. Et donc, voici la courbe d'analyse thermique associée à un changement d'état classique. Bon. Lorsque on s'intéresse à cette courbe d'analyse thermique, c'est une courbe qui est purement expérimentale. Autrement dit, il y a un thermomètre dans le dispositif qui permet de mesurer la température du dispositif. Bon, pour certains corps purs, on se rend compte que il est possible de suivre la courbe expérimentale suivante. Donc, au départ, on n'a que du liquide, il n'y a rien qui se passe de particulier. On arrive à cette température ici de changement d'état, donc 0 degré Celsius pour l'eau. Et donc, on a la température qui continue ici à descendre, bien qu'on ait en fait que du liquide. Et donc, ici, lorsqu'on est dans cet état-là, cet état-là, ce n'est pas du tout un état qui est stable parce qu'on est en dessous de la température ici de 0 degré Celsius. Et donc, la moindre petite perturbation va faire rejoindre très rapidement en fait, la courbe d'équilibre pour suivre la courbe d'analyse thermique qui va être mise en jeu. Alors ça, c'est simplement lié au niveau microscopique, au fait qu'on va avoir un tout petit peu d'énergie qui va être amenée et que les molécules au niveau microscopique vont se réarranger pour correspondre à l'état stable correspondant, soit un équilibre liquide-solide, soit uniquement à du solide. Tout dépend en fait de la température jusqu'à laquelle on est descendu. Donc, si on est à -2, -3 degrés Celsius, le réarrangement qui va se faire au niveau microscopique va sans doute ramener sur la courbe d'équilibre. Si on est descendu plus bas, à -7, -8 degrés Celsius, on risque de basculer directement sur ici l'état solide. Ok. Alors, on en arrive à ce qui va nous permettre de commencer à faire des petits calculs, parce que pour l'instant, on est resté sur quelque chose de purement qualitatif, j'ai envie de dire, de descriptif jusqu'à présent. C'est la représentation d'une isotherme dans le diagramme de Clapeyron. Alors, ce diagramme de Clapeyron, dès qu'on s'intéresse à un corps pur sous deux phases, en général, on va tracer un abscisse, le volume massique à la place du volume, simplement parce que c'est bien plus pratique au vu des équations qu'on va fournir derrière. Donc, on travaille en général plutôt avec une grandeur massique au niveau de l'abscisse. Et vous allez voir sur le chapitre qui suit, où on va, certes parler des machines thermiques, mais où il y aura également des changements d'état. On travaillera avec un autre diagramme, le diagramme pression-enthalpie, et on travaillera encore une fois avec des grandeurs massiques. Donc ça, c'est lié aux équations qui régissent les phénomènes derrière, qui mettent en jeu plutôt des grandeurs massiques. Donc c'est la grandeur qui est la plus adaptée. Donc là, ce que j'ai représenté en rouge, c'est rien d'autre qu'une isotherme dans ce diagramme de Clapeyron. Donc là, gardez bien à l'esprit que, suivant l'endroit où on va se trouver dans ce diagramme, le corps pur il va pouvoir être soit sous forme de gaz, soit sous forme de liquide, soit sous forme d'un équilibre liquide-gaz. Et donc, ce n'est pas incohérent avec ce qu'on avait dit dans les chapitres précédents. La seule chose, c'est que dans les chapitres précédents, implicitement, on se plaçait en gros dans une zone qui se trouvait à ce niveau-là. Et donc, on n'a jamais eu besoin jusqu'à présent de toute cette première partie ici de l'isotherme. C'est simplement qu'on regardait simplement l'isotherme au niveau de la partie de droite. Bien. Donc ici, vous avez une droite horizontale qui va correspondre à tout ce palier de changement d'état. Et
à cette droite horizontale va correspondre donc une valeur de pression particulière. Donc, cette valeur de pression, hein, c'est ce qu'on va appeler donc, la pression donc, de vapeur saturante. Je pensais l'avoir écrit, mais non. Donc, la pression donc, ici hein, de vapeur saturante. Alors, pourquoi je n'ai plus mon stylet? Bon, ben, j'ai plus de stylet, donc je ne sais pas. Ah, ça y est, oui. Non, il n'a pas voulu. Bon, j'arrive pas à non, il veut pas me redonner le stylet. Bon, bref. Donc ici, hein, c'est la pression donc, de vapeur saturante hein, qui caractérise cet équilibre entre le liquide et le gaz. Donc en général, ce que l'on fait, c'est que l'on distingue le gaz qui est seul dans sa phase, on lui donne le nom de vapeur sèche, donc ça c'est un terme que vous devez connaître, hein, et le gaz qui va être en équilibre avec le liquide qui est appelé hein, vapeur saturante. Alors, pourquoi on donne deux noms différents donc, à ce gaz? C'est simplement parce qu'en toute rigueur, hein, ces deux gaz, on ne peut pas tout à fait les modéliser hein, de la même manière. Alors là, l'idée, hein, c'est un peu toujours la même. Hein, donc, soit on ne vous dit rien au niveau donc, de ce gaz, que ce soit hein, ici le gaz seul dans sa phase et le gaz en équilibre au niveau du liquide. Et donc, si on a vraiment besoin de faire un calcul, hein, on utilisera le modèle du gaz parfait. Hein, c'est la seule chose dont on a à disposition. Soit, pareil, hein, on vous donne un modèle et vous faites avec. Alors, pourquoi, hein, à proprement parler, on ne peut pas tout à fait modéliser ce gaz de la même manière? Bon, autant, hein, lorsqu'on s'intéresse à la vapeur sèche, à condition de travailler à des pressions qui ne sont pas très grandes, hein, on va pouvoir raisonnablement assimiler donc, ce gaz à un gaz parfait. Donc, on a dit que le gaz parfait, hein, c'était donc un système que l'on assimilait donc à des particules ponctuelles au sens géométrique du terme et sans interaction entre elles. Bon, tant qu'on n'a que du gaz, de la vapeur sèche, hein, bon, à condition que le gaz soit relativement dilué, donc pour des pressions assez faibles, ça reste assez valable. Pour la vapeur saturante, c'est déjà un petit peu plus discutable hein, d'utiliser le modèle du gaz parfait, simplement parce que quand le liquide ici va être en équilibre avec le gaz, bah, toutes les molécules de gaz qui vont être au voisinage de la surface libre, il y en aura forcément hein, des molécules de gaz au niveau de la surface ici qui sépare le liquide et le gaz, hein, eh bien, bah, ces molécules de gaz bah, vont forcément avoir des interactions avec les molécules de liquide qui se trouvent hein, au niveau de la surface libre. Et donc, ce modèle du gaz parfait, hein, bah, il est quand même discutable pour la vapeur saturante, puisque négliger toutes les interactions entre les molécules, bah, vous remarquez que ça ne sera pas si bon que ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, conceptuellement, on distingue la vapeur sèche de la vapeur saturante, simplement parce qu'en toute rigueur, bah, ces deux gaz, on ne peut pas les modéliser de la même manière. Après, c'est toujours pareil, à défaut de mieux, bah, parfois, on modélisera malgré tout la vapeur saturante comme un gaz parfait, si on n'a pas d'autres équations à disposition pour eh bien, modéliser ce gaz-là. Bon, au niveau de ce diagramme, ça anticipe un peu sur ce que je vais dire après, hein, mais remarquez que sur le palier de changement d'état, je vais faire apparaître deux points particuliers. Hein. Donc, le point qui est tout à gauche ici du palier, donc là, on n'a que du liquide hein, sur la partie de gauche, et là, on arrive donc, sur le palier de changement d'état, donc à une bulle de vapeur près, hein, au niveau donc, de ce point L, ici, hein, on va avoir que du liquide. On va caractériser ce point L par un volume massique, hein, petit v indice L. Et pareil au niveau de l'autre extrémité, hein, donc le point V, donc à une goutte de liquide près, hein, on n'a que du gaz au niveau de ce point-là. Hein, donc on appelle volume massique de la vapeur ici, hein, ce point particulier ici. Hein. Bien, et puis après, j'ai pris un point quelconque, le point E, qui se trouve quelque part sur le palier, hein, où exactement, bah, on ne sait pas trop, hein, peu importe, toujours est-il qu'on lui associe également le volume massique. Bon. Dernier petit commentaire hein, sur cet isotherme, après on passe au réseau d'isothermes d'Andrews. Si on utilise les deux modèles usuels, hein, que sont donc, le gaz parfait pour la vapeur sèche et la phase condensée idéale hein, pour eh bien, donc, le liquide, hein, on peut un petit peu modifier en fait, cet isotherme. Hein. Dans le cadre de la phase condensée idéale, hein, eh bien, on a affaire à une phase qui est incompressible, indilatable, donc le volume associé à la phase condensée hein, va être constant, hein,
Et donc, il en est de même pour le volume massique. Et donc, on aurait une droite quasi verticale ici pour le liquide si on utilise le modèle de la phase condensée idéale. De l'autre côté, du côté de la vapeur sèche, si on utilise le modèle du gaz parfait, on a PV égale nRT, donc P égale nRT sur V, et donc on a ici une courbe en 1 sur V, donc on retrouve la même caractéristique que celle qu'on avait évoquée et bien, donc, dans les chapitres sur les gaz, du point de vue du diagramme de Clapeyron, savoir qu'on a une branche d'hyperbole pour cette partie-là. Bien, donc ça c'était lorsqu'on avait une isotherme. Donc l'idée, c'est bien évidemment que des isothermes, il n'en existe pas qu'une, mais que pour un corps pur, il en existe tout un tas. Et donc sur le diagramme qui est ici, vous remarquez que, eh bien, on a dessiné tout un tas d'isothermes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau d'isothermes d'Andrews. Donc c'est intéressant ce réseau d'isothermes d'Andrews parce que si on utilise en fait la partie basse des isothermes, pour l'instant, les deux isothermes qui sont ici, eh bien, vous remarquez qu'elles ont à peu près toutes la même allure. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé le modèle de la phase condensée idéale. Remarquez bien qu'on a une partie qui est quasiment verticale pour la phase liquide. Ensuite, on a le palier de changement d'état. Et ensuite, ici, on aura donc notre modèle purement gazeux. Bon, ici, on va avoir sur la partie gauche tout un tas de points qui vont correspondre bien, donc, à la partie gauche du palier de changement d'état. Et donc, tous ces points ici, jusqu'au point C, vont être répartis sur une courbe qu'on appelle courbe d'ébullition. Alors, ébullition, simplement parce que je vous rappelle que ici, dans toute cette partie-là, on n'a que du liquide. Et donc, lorsqu'on va chercher à augmenter le volume, à un moment donné, on va avoir apparition donc, de la première bulle de vapeur, donc ébullition. Et puis ensuite, on passera donc, sur le palier d'équilibre liquide-gaz ici. Alors, ce que je dis dans ce sens, on peut bien évidemment le voir dans l'autre sens. Je vais noter en remarque juste après. Donc là, je parle de volume qui augmente, donc passage de l'état liquide à l'état vapeur, mais ça marche également dans l'autre sens. Donc, quand on se déplace sur le palier de changement d'état où les deux phases sont présentes, si je diminue le volume, au niveau de la courbe d'ébullition, on peut voir ça aussi comme l'ensemble des points où vont disparaître les dernières bulles de vapeur pour n'obtenir ensuite que du liquide. Donc ça, c'est la courbe d'ébullition. De l'autre côté ici, vous avez la courbe de Rosé qui, elle, au contraire, va correspondre lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite sur le diagramme à la disparition de la dernière goutte de liquide, puisqu'on passe d'un équilibre liquide-gaz à un système purement gazeux, ou inversement, si on va dans l'autre sens, donc on passe d'un système gazeux à un système diphasé, donc apparition de la première goutte de liquide. Donc là, on peut lire le diagramme de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il suffit d'être cohérent simplement avec les phases qui sont présentes. Bien, gardez à l'esprit que plus on se déplace vers le haut sur le diagramme, plus la température de l'isotherme va varier. Bon, ça, on peut s'en convaincre assez facilement. Il suffit par exemple de se placer ici au niveau de la partie qui est purement gazeuse, vu que PV égale nRT. Donc, si on est à volume constant et que l'on augmente la température, la pression va augmenter. Donc, on conçoit bien qu'entre la première isotherme qui est ici et la deuxième, la température sera plus élevée sur l'isotherme qui se trouve un petit peu plus haut sur le diagramme. Bien. J'ai dessiné dans toute cette première partie ici qui permet de définir la courbe de saturation, courbe d'ébullition plus courbe de Rosé, ici avec deux isothermes, mais il y en a une infinité bien évidemment d'isothermes. Toujours est-il qu'au niveau de cette courbe de saturation, autrement dit à la somme des courbes de Rosé et d'ébullition, on va avoir ces deux courbes qui vont se rejoindre à un point particulier. Ce point particulier que j'ai appelé le point C, c'est rien d'autre que le point critique qui apparaissait déjà dans le diagramme pression-température. Et donc, ici, en bleu, est représenté l'isotherme critique. Et ça va permettre, cet isotherme critique, de faire la bascule des systèmes diphasés classiques, liquide-gaz, vers ensuite le fluide supercritique, hypercritique, dans lequel on ne peut plus distinguer le liquide du gaz. Bon. Donc ça, si on vous demande de dessiner le réseau d'isothermes, il faut faire apparaître
les isothermes classiques, l'isotherme critique, après une isotherme quelconque liée au fluide supercritique. Mais si on a des calculs à faire, bien évidemment, hein, c'est plus dans cette zone-là que l'on se placera. Hein. Bien. Une petite particularité pour l'isotherme critique, hein, vous remarquez que j'ai fait apparaître ici une double flèche rouge qui passe par le point critique. Donc ça, c'est simplement donc, lié au fait qu'on a un point d'inflexion à tangente horizontale hein, pour donc, cette isotherme critique. Ça, c'est une petite particularité associée à cette courbe bleue. Hein. Bien. Donc, au niveau donc, des remarques, hein, courbe d'ébullition, courbe de Rosé, hein, donc ça, je l'ai déjà évoqué. Un petit commentaire supplémentaire au niveau donc, de l'isotherme critique. Donc, l'isotherme critique, j'ai dit juste avant hein, qu'elle avait un point d'inflexion à tangente horizontale. Donc, ça se traduit mathématiquement par le fait que la dérivée de la pression par rapport au volume et la dérivée seconde de la pression par rapport au volume vont être égales à 0. Donc, ces deux petites particularités, hein, elles ne sont pas explicitement au programme. Alors après, hein, il traîne de vieux exercices hein, qui travaillent autour hein, de cet isotherme critique. Bon, alors, il faut savoir que ça existe, c'est plus trop hein, dans l'esprit donc, des programmes, mais ces exercices-là hein, consistent à vous donner donc, une équation d'état pour l'isotherme critique, donc autrement dit une relation entre P, V et T, et ensuite à vous faire déterminer numériquement pour le fluide considéré hein, la valeur de la température critique, de la pression critique et du volume critique. Bon, si vous devez déterminer la pression, le volume et la température, vous avez trois inconnus, hein, pression, volume, température, donc il vous faut trois équations. Et donc ces trois équations hein, vous sont données d'une part par l'équation d'état, et d'autre part par le fait que la dérivée première et la dérivée seconde de la pression par rapport au volume valent respectivement 0. Donc là, ce sont bien évidemment donc, des dérivées partielles, donc des dérivées rondes, hein, puisque la pression, hein, du fait de l'équation d'état, dépend à la fois de la température et du volume, mais comme ici, on ne dérive que par rapport au volume, hein, c'est une dérivée partielle par rapport au volume, mais ça se calcule hein, comme une dérivée classique. La seule chose, c'est qu'il faut garder la température constante. Et donc, en utilisant l'équation d'état et les deux relations qui sont ici, hein, vous avez un système de trois équations à trois inconnues. Donc ça, hein, je vous dis, c'est plus trop dans l'esprit des programmes. Hein. Après, bon, si vous tombez malheureusement dessus un exercice, il faut savoir comment s'y prendre. Hein. Donc, je vous ai donné le point de départ. Après, ça reste du calcul. Monsieur? Oui. Est-ce qu'on peut l'interpréter sur le diagramme, ça, cette donnée? J'ai du mal à le voir sur les isothermes critiques. Le dérivé première et dérivée seconde? Ouais. Alors, c'est simplement hein, au niveau du diagramme parce que vous avez ici hein, une partie plate, entre guillemets. Alors, le terme mathématiquement parlant, hein, il ne veut rien dire, hein, mais c'est ça, un point d'inflexion à tangente horizontale. Hein. Donc, vous avez ici hein, l'isotherme qui va changer de concavité. Hein. Donc, c'est creusé dans ce sens-là, hop, à ce niveau-là, et la concavité change après. Et vous avez en plus une partie horizontale localement pour ce point C. Et donc, vous avez ici votre point d'inflexion à tangente horizontale. Donc, la concavité, elle change. Et vous avez une partie plate pour la courbe. Et ça se traduit donc par cette dérivée première et seconde qui est nulle. En fait. Le rayon de courbure change de sens, en quelque sorte. Et pourquoi est-ce que l'équation qu'on a, c'est juste pour ce point-là, alors que l'isotherme critique, c'est tout le long du diagramme? Il y a bien des points le long de l'isotherme critique où la dérivée, elle n'est pas nulle. Alors, effectivement, hein, on a la dérivée qui est nulle, et la dérivée seconde hein, également, qui sera nulle uniquement pour ce point-là. Et c'est pour ça que je vous dis que ça permet hein, de déterminer les coordonnées du point critique, hein, simplement parce qu'en ce point particulier, on a la dérivée donc, première et la dérivée seconde qui est nulle. Mais alors attention, hein, la dérivée première et la dérivée seconde sont nulles, mais pour T égale TC, P égale PC et V égale VC, les coordonnées du point critique. Et c'est vrai que pour ce point-là, c'est plus vrai pour les autres points. Hein. Donc, c'est vrai pour un point ici, uniquement de l'isotherme. Ok. Bien.
Alors, la première chose qui permet de faire des petits calculs, c'est le théorème des moments. Donc, ce théorème des moments, il faut savoir le redémontrer, ça prend 2 lignes. Donc, ce théorème des moments nous permet de savoir, lorsqu'on est ici, sur notre palier de changement d'état, une position quelconque, que j'ai modélisée ici par le point E caractérisé par son volume massique VE, de savoir quel va être le pourcentage en masse, le pourcentage massique de vapeur et de liquide présent. Est-ce qu'on a 70% de vapeur, 30% de liquide? Est-ce qu'on a 30% de vapeur, 70% de liquide, etc. Bon, pour savoir quel va être ce pourcentage de liquide et de vapeur, il suffit ici de s'intéresser à la masse ici de notre mélange diphasé et au volume de ce système diphasé. Donc, lorsque on a un système qui est à la fois liquide et gazeux, la masse de ce système diphasé, c'est la masse du liquide plus la masse de la vapeur. Pareil pour le volume. Donc là, attention, pour l'instant, ce sont des grands V, puisque je travaille sur l'extensivité ici du volume en disant que si on a un volume de gaz plus un volume de liquide, le volume résultant VE, c'est le volume de la phase liquide plus le volume de la phase gazeuse. Bien. L'idée, c'est ensuite de faire simplement le lien entre ces deux grandeurs que sont les masses et les volumes. Et c'est là que je vais introduire les volumes massiques, justement. Simplement parce qu'un volume massique fois une masse, ça donne un volume. Donc là, attention, les grands V ici, ce sont des volumes. On traduit la conservation ici du volume, alors qu'ici, ce sont des volumes massiques. Et donc là, en traduisant le fait que le volume, ici par exemple, de notre système diphasé, c'est la masse du système diphasé fois le volume massique, et pareil pour la phase liquide et gazeuse, on peut facilement avoir accès au titre massique, autrement dit au pourcentage de liquide dans le mélange. Il suffit simplement de réarranger un petit peu l'expression qui est ici. Ce que je fais, c'est que je fais simplement disparaître ici la masse de la vapeur en disant que la masse de la vapeur, c'est la masse totale moins la masse du liquide. Et ensuite, je regroupe les termes de manière à faire apparaître le rapport de la masse de liquide sur la masse ici totale. Et donc, vous remarquez que ce pourcentage que j'ai appelé XL ici, c'est rien d'autre que le volume massique de la vapeur moins le volume massique de notre système diphasé, divisé par ici la différence entre le volume massique de la vapeur et du liquide, ce que j'ai résumé par ici EV sur LV. Alors pourquoi? Simplement parce que si je m'intéresse à la différence entre le volume massique de la vapeur et du point E au niveau du numérateur de la fraction, cette différence de volume massique, ça correspond à rien d'autre à la longueur ici, EV. Et quand je dis longueur, c'est la longueur positive. Et lorsque je m'intéresse par contre au dénominateur de la fraction, donc le volume massique de la vapeur moins le volume massique du liquide pur, c'est rien d'autre que la longueur totale du palier de changement d'état. Et donc, lorsque on s'intéresse au pourcentage ici de liquide, par exemple, présent dans le milieu, on peut faire ce rapport de différence de volume massique entre les différents points, ou plus directement, on prend la règle, on mesure la longueur EV, on mesure la longueur LV, et comme c'est un rapport, ça va nous donner directement ici le pourcentage massique de liquide présent dans le milieu. Et donc, on remarque que suivant l'endroit où on se trouve sur le palier, autrement dit la position du point E, le pourcentage ici de liquide va varier. Bon, pour avoir le pourcentage de la vapeur, on fait 1 moins le pourcentage ici du liquide, donc 100% moins le pourcentage du liquide, ce qui permet d'aboutir jusqu'à cette fraction. Donc ça, vous devez savoir le redémontrer. Après, n'allez pas vous mélanger entre les rapports qui sont mis en jeu si vous utilisez directement. Donc, remarquez bien ici qu'on peut très rapidement avoir accès à cette formule simplement en étant un tout petit peu logique. Donc, ici, remarquez bien qu'au niveau du dénominateur, ça correspond donc au palier global, puisque c'est la distance LV. Après, on peut avoir un doute ou un oubli ou un trou de mémoire sur le numérateur. Bon, ici, si on veut avoir accès au pourcentage de liquide, c'est la longueur EV.
Donc, si je reprends ici mon isotherme, le point E il va se balader bien évidemment sur le palier de changement d'état. Remarquez bien que si le point E ici, il se trouve tout à gauche sur l'isotherme, autrement dit qu'il est confondu avec le point L, on n'a que du liquide. Et donc, on a un pourcentage ici de liquide qui doit être égal à 100% si le point E se retrouve au niveau de notre point L. Et donc, quand on s'intéresse ici au rapport EV sur LV, on remarque que si le point E est égal au point L, on a bien un pourcentage de 100% pour le liquide. Donc ça, c'est un moyen de retrouver sans calcul, sans refaire la petite démonstration ici, le rapport correspondant, avec quelque chose d'analogue pour le titre en vapeur. Si le point E il est tout à droite du palier de changement d'état, autrement dit que le point E est égal au point V, ici, eh bien, on n'a que de la vapeur et donc on a un titre en vapeur de 100%. Ça permet de retrouver facilement ici ces deux expressions. Bien, alors si on prend un petit exercice d'application pour illustrer ça, on va s'intéresser ici à une masse d'1 kg d'eau qui va être enfermée donc, dans une enceinte de volume V. On va travailler à une température fixée de 20 degrés Celsius, autrement dit, on a bien une isotherme ici, et donc on vous demandait de tracer l'allure de l'isotherme. Donc là, ce que j'ai fait ici avec donc, la partie liquide, le palier de changement d'état, et ensuite la partie où on a donc que du gaz. En abscisse, j'ai bien mis un petit V, autrement dit, un volume massique. Alors, remarquez bien ici que je travaille avec une masse de 1 kg, donc un volume massique. Le passage de l'un à l'autre vont être immédiats. Donc, ici, à la vue des données que l'on vous fournit, j'ai appelé ici P étoile la pression de vapeur saturante, ici, autrement dit la pression d'équilibre entre le liquide et le gaz. Donc ici, lorsqu'on s'intéresse à de l'eau et que l'on se place à 20 degrés Celsius, cette pression de vapeur saturante, elle est égale à 234 pascal. Donc remarquez bien qu'elle est relativement faible. Bien, au niveau de mon diagramme, ça va être utile pour la suite. Je fais apparaître ici le point L qui correspond à l'extrémité gauche du palier de changement d'état où on va avoir à une bulle de vapeur près que du liquide. Et donc, on va caractériser le point par un volume massique V1. Pareil de l'autre côté, avec un point V où on va avoir que de la vapeur à une goutte de liquide près, où on caractérise donc le volume par le volume massique V2, petit V2. Et puis ensuite, vous verrez, on va se placer ici à un point particulier du palier avec un volume massique VE. Bien, alors la question petit 2, ça consistait à déterminer donc, le volume maximal du système pour que l'eau soit entièrement à l'état liquide. Donc là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on vous dit qu'on enferme cette masse de 1 kg d'eau dans un récipient de volume grand V. Alors attention, il faut bien faire l'effort de n'enfermer dans le récipient, par une vue de l'esprit, que de l'eau. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait d'air au niveau de notre récipient. Parce que si on met de l'air dans le récipient, on n'est plus dans le cadre ici d'application de ce que je suis en train de raconter à ce niveau-là. Simplement parce que ici, on raisonne sur l'isotherme où on a un équilibre uniquement le liquide et le gaz. Bien. Donc là, lorsqu'on est sur notre isotherme, remarquez bien que lorsque on va arriver au niveau de ce volume massique petit V1, eh bien, si on continue à augmenter ici le volume du système, on va passer sur le système biphasé. Donc le volume maximal dont on parle, c'est celui qui correspond à ce volume massique petit V1. Donc ici, le volume grand V1, c'est égal à la masse du système, 1 kg fois le volume massique associé. Et donc là, il faut avoir accès à ce volume massique qui correspond à cette extrémité gauche ici de notre palier de changement d'état. Donc au niveau des données, si on regarde un petit peu ce qu'on vous propose, c'est également ici la masse volumique de l'eau à 20 degrés Celsius. Et donc là, la masse volumique, grammes, centimètres cubes, c'est rien d'autre que l'inverse d'un volume massique. Donc masse volumique et volume massique sont deux grandeurs qui sont directement inverses l'une de l'autre. Donc, connaissant la masse volumique ici de l'eau liquide, on peut facilement avoir accès
eh bien, au volume maximal correspondant. Donc, si on garde simplement 2 chiffres significatifs, remarquez qu'ici, on a un volume de 1 litre pour obtenir uniquement du liquide. Bon, ça, c'est assez intuitif, j'ai envie de dire. Donc, si vous avez une masse de 1 kg ici d'eau, donc la valeur naturelle du volume associé, eh bien, c'est 1 litre si on a uniquement donc, du liquide ici. Donc là, encore une fois, il faut faire l'effort d'imaginer un récipient qui est initialement vide, où il n'y a rien dedans. Et quand je dis rien dedans, c'est il n'y a pas d'air, il n'y a rien dedans. Et donc ça veut dire simplement que si le récipient il a un volume, par exemple, de 0,5 litres, si vous mettez votre masse d'1 kg d'eau dedans, vous obtiendrez bien que du liquide. Alors, il sera ensuite très comprimé, donc la pression elle sera relativement grande ici, puisqu'on a dit qu'on avait une droite qui est quasiment verticale, mais en tout cas, si vous prenez un volume pour le récipient de 0,5 litres, vous serez par là, vous aurez bien que du liquide. Si par contre, vous prenez un volume qui est plus grand que 1 litre, eh bien, à ce moment-là, on est sur le palier de changement d'état et on pourra donc, suivant la valeur du volume, avoir soit un équilibre diphasé, soit que du gaz. Bien, on vous demandait de faire un calcul analogue pour l'autre extrémité du palier de changement d'état, à savoir, on veut avoir uniquement un système gazeux. Donc là, on va considérer qu'au niveau du point V, on a à une goutte de liquide près, toujours pareil que du gaz. Bon, là, on n'a pas grand-chose au niveau des données. Donc, on va utiliser l'équation d'état du gaz parfait. Mais remarquez bien que ça reste légitime ici, cette approximation, puisque la pression de vapeur saturante qui permet donc l'équilibre entre le liquide et la vapeur, c'est 230 pascal. Donc, on a dit, tant que les gaz se trouvent à des pressions relativement faibles, donc de l'ordre du bar, d'ici à exposant 5 pascal, ils se comportent relativement bien comme des gaz parfaits. Donc là, vous remarquez qu'on est bien en dessous du bar, et donc cette approximation du gaz parfait, elle est quand même relativement légitime ici. Bien. Et donc, au niveau de ce point V, si j'applique l'équation d'état du gaz parfait, ça permet d'avoir accès à ce volume V2, autrement dit 578 mètres cubes. Et donc, vous remarquez que ici, si vous avez un volume qui est plus grand que 578 mètres cubes, vous aurez bien effectivement que du gaz si vous enfermez dans votre récipient votre masse d'1 kg d'eau. Si par contre, le volume de votre récipient, il est compris entre 1 litre et 578 mètres cubes, vous aurez bien un système diphasé où vous aurez du liquide ou du gaz. D'où vraiment l'importance de connaître la position ici de ces points à élever, autrement dit, les volumes massifs correspondants, de manière à savoir ensuite si on a un système qui est monophasé, du liquide ou du gaz, ou alors si on a un système diphasé. Donc, c'est ces valeurs ici de volume massique qui permettent de savoir en fin de compte. Bien, donc on vous dit que le système a un volume initial de 100 mètres cubes, soit, on s'en fiche un peu, et qu'on réduit donc le volume jusqu'à 10 mètres cubes. Donc, on vous demandait de calculer la masse d'eau liquide et de gaz dans cet état final d'équilibre de 10 mètres cubes. Donc, ici, on a 1 litre. Ici, on a 578 mètres cubes. Donc, si on se place à 10 mètres cubes, on est en plein dans le palier de changement d'état. Et donc, on peut appliquer le théorème des moments ici pour avoir accès au pourcentage ici de liquide et de gaz. Donc là, il suffit simplement d'appliquer la formule. Autrement dit, V2 moins VE sur... VL moins V. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je me suis mélangé entre les deux et les E et les notations précédentes. Donc ici, c'est bien V2 moins VE sur V2 moins V1. Alors par contre, je n'arrive pas à récupérer le crayon. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, ce n'est pas en L, là, mais c'est un V1. Par contre, l'application numérique, elle est correcte. C'est bien 0,98. Donc ça veut dire que avec un volume ici de récipient de 10 mètres cubes,
on a 98% ici de liquide dans le milieu réactionnel, hein, et donc 2% de vapeur, hein. Et donc, d'un point de vue pratique, hein, ça veut dire qu'on est très très proche du point L. Alors, ça, on le conçoit bien, hein, 1 litre, 518 mètres cubes, hein, donc si vous êtes à 10 mètres cubes, hein, on est plutôt par là, hein. Autrement dit, hein, on a essentiellement donc, le système diphasé qui sera sous forme ici de liquide. Bien, des questions là-dessus? Non? Bon, ben, on enchaîne, hein, sur la dernière partie. C'est ça qui va permettre de faire aussi des petits exercices, hein. Donc, c'est tout ce qui est donc, bilan énergétique et anthropique lors des changements d'état. Donc là, le point important, hein, qu'on a dit, c'est qu'un changement d'état se faisait à température et pression constante, hein. Et donc, on a en particulier la pression, hein, qui va rester constante au cours du changement d'état. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de travailler avec l'enthalpie. Alors, on pourrait travailler avec l'énergie interne, hein, mais ça ne va pas être très pratique. Vous allez voir pourquoi juste après. Et donc, à partir du moment, hein, où on a donc, cette pression qui est constante, eh bien, la fonction d'état, la grandeur énergétique naturelle, hein, c'est l'enthalpie. Et donc, on va pouvoir associer donc, une variation d'enthalpie, delta H, hein, à ce changement d'état. Donc, quand je dis, hein, qu'on associe une variation d'enthalpie correspondante, hein, c'est simplement, hein, si je m'intéresse à l'isotherme ici précédente, hein, la variation d'enthalpie delta H que je suis en train d'évoquer et sur lequel je vais enchaîner juste après, hein, ça correspond à la grandeur énergétique qui permet de faire passer ici du point L au point V, hein. Donc, quand je parle de delta H, c'est la grandeur énergétique qui permet, hein, d'aller de ce point-là à ce point-là, autrement dit, hein, et bien, donc, à traduire complètement, hein, le palier de changement d'état. Alors, je commençais à l'évoquer à plusieurs reprises, déjà sur le diagramme de Clapeyron, la précédente, où je vous ai dit on travaille avec le volume massique. Au niveau des grandeurs énergétiques, ça va être la même chose, hein, d'un point de vue du changement d'état. On va préférer à cette variation d'enthalpie, en fait, hein, une variation d'enthalpie massique, qu'on va noter ici delta petit h, qui n'est rien d'autre que la variation d'enthalpie, hein, associée au changement d'état sur la masse petit m de ce système ici. Cette variation d'enthalpie massique, hein, on lui donne en général une notation spécifique, un petit L. Alors, on utilise parfois un grand L aussi, hein, même si en soi, il vaut mieux utiliser le petit L, hein, puisqu'on a dit que les grandeurs massiques, que ce soit l'énergie interne, l'enthalpie, les capacités thermiques, etc., hein, eh bien, donc, ce sont plutôt des minuscules. Hein, donc, là, hein, en termes de notation, c'est plutôt un petit L qu'il faudrait utiliser. Bon. Cette variation d'enthalpie massique, hein, on appelle ça en général l'enthalpie massique de changement d'état ou encore chaleur latente de changement d'état, hein. Donc ça, c'est des termes que vous devez connaître, hein. Enthalpie massique de changement d'état, chaleur latente de changement d'état. Donc là, attention, hein, il y a un truc qui est vachement important, hein, c'est de garder à l'esprit que quand on s'intéresse à ces grandeurs énergétiques de changement d'état, je vous ai dit, hein, la variation d'enthalpie correspondante, c'est lorsqu'on parcourt tout le palier de changement d'état, autrement dit que sur l'isotherme, hein, on va donc du point L et bien, donc, au point V, hein, autrement dit qu'on parcourt tout le palier de changement d'état, hein. Donc la grandeur énergétique, c'est pour faire passer donc, le liquide à l'état de vapeur, par exemple, si on s'intéresse à une vaporisation. Et donc, si je m'intéresse à cette chaleur latente ici pour la vaporisation, hein, delta petit h vaporisation, bah, c'est la valeur finale moins la valeur initiale, puisque c'est un delta H, hein, alors traduit en termes de grandeur massique, mais c'est rien d'autre qu'un delta H, donc c'est H du gaz moins H du liquide. Et donc là, il ne faut pas se laisser abuser, hein, par le terme enthalpie massique de changement d'état, hein. C'est bien, hein, d'une variation dont il s'agit, hein. Autrement dit, c'est l'enthalpie massique du gaz moins l'enthalpie massique du liquide. Donc, c'est bien une variation, hein. Donc, attention à ce terme enthalpie massique, hein, il ne faut pas se laisser abuser, hein. Donc, c'est une variation d'enthalpie, hein. On appelle ça également la chaleur latente. Bien. Alors, l'intérêt, hein, lorsqu'on travaille ici avec ces grandeurs énergétiques, bah, c'est que lorsqu'on aura les bilans énergétiques à faire, c'est que ce terme-là, on y aura accès directement parce que c'est une grandeur tabulée. À partir du moment où on a un corps pur donné et un changement d'état particulier, on vous donnera numériquement, hein,
la valeur de la chaleur latente correspondante. Je vous ai mis quelques exemples dans le tableau qui sont ici. Alors attention, hein, gardez à l'esprit que quand on a fait le diagramme pression-température, à une température de changement d'état donné correspond à une valeur de pression correspondante, puisqu'on avait dit qu'on avait affaire à un système qui était monovariant lorsqu'on s'intéressait à un corpure sous deux phases. Donc, si on se plaçait à une pression différente ou à une température différente, les valeurs numériques que je propose ici ne seront plus valables. Donc ça, vous verrez en deuxième année comment, en faisant varier donc, la température et ou la pression, on peut, à partir de valeurs numériques qui sont ici, changer et trouver par exemple la chaleur latente si on a une température de changement d'état de plus de 0 degrés Celsius, mais de 5 degrés Celsius par exemple. Bref, ça vous verrez ça en deuxième année. Alors, toujours est-il qu'ici, on a la pression et la température qui est donnée. Donc, pour l'eau, par exemple, température de fusion de la glace ou pression atmosphérique, 0 degrés Celsius. La chaleur latente correspondante, c'est 334 kJ par kg ici. Si vous vous intéressez donc à la chaleur latente de vaporisation qui se produit à une température de 100 degrés Celsius, c'est 2265 kJ par kg, etc. Donc ça, ce sont des données que l'on vous donnera à chaque fois dans les exercices. Donc, vous remarquez bien que les températures de changement d'état et donc les énergies correspondantes sont propres à un corpure donné. Donc, si vous changez de corpure, eh bien, toutes ces données numériques changent. Donc, ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas deviner. On vous les donnera. Alors, au niveau de ce petit tableau, remarquez bien que… oui, Emilien, une question? Oui, on peut avoir une chaleur latente de 0. Si on a, parce que là, je vois que le dioxygène a moins 219 degrés, c'est presque 0. Alors, Enfin, ça se rapproche, je veux dire. Et je sais pas. Il faudrait que donc, le changement d'état ne nécessite aucune chaleur ou ne libère aucune chaleur. Donc, on va introduire la notion ici de changement d'état endothermique et exothermique juste après, suivant que la grandeur énergétique elle est positive ou négative. Donc, en toute rigueur, tout ce qui est fusion et vaporisation, ce sont des changements d'état qui sont endothermiques. Donc, pour ces valeurs numériques-là, même si elles peuvent être relativement faibles, elles restent en général positives. Obtenir quelque chose qui est égal à 0, c'est a priori, non, c'est pas possible. Alors après, regardez bien quand même, c'est des kilojoules. Donc Oui. là, bon, c'est vrai que si on compare les deux, ça diminue, bien d'accord, mais on est quand même à 14 kilojoules par kilogramme. Donc trouver 0, a priori, non, quoi. Bien, alors au niveau de ces grandeurs tabulées, on a dit qu'il y a 6 changements d'état différents en fait, la fusion, la vaporisation, la sublimation, et puis solidification, liquéfaction, condensation. Ça ne sert à rien de donner 6 valeurs numériques tabulées pour les changements d'état. En général, il n'y en a que 2 qui sont données, donc fusion, vaporisation la plupart du temps, simplement parce qu'à partir ici de ces valeurs numériques-là, on peut avoir accès à toutes les autres valeurs numériques. Simplement parce que si vous prenez donc la fusion, par exemple, eh bien, cette chaleur latente de fusion, gardez à l'esprit que c'est bien, une variation d'enthalpie. Donc, si vous avez une fusion, c'est l'enthalpie massique du liquide moins l'enthalpie massique du solide. C'est bien une variation d'enthalpie massique dont il s'agit. Et donc, si vous vous intéressez à la solidification, vu que c'est le changement d'état inverse, ce terme de chaleur latente, ici, d'enthalpie massique de changement d'état, ça sera simplement le terme opposé à celui de la fusion. Et donc, lorsque on s'intéresse ici à 2 changements d'état équivalents qui font passer du gaz au solide ou du solide vers le gaz, on a simplement les grandeurs ici qui sont reliées par un signe moins. Donc, si on vous donne l'enthalpie ici massique de fusion, ça ne sert à rien de donner celui de solidification, il suffit de rajouter simplement un signe moins. Bon, ça, c'est la première remarque. Et puis ensuite, vous remarquez que là, on a donné la fusion, la vaporisation. Bon, il en existe un troisième changement d'état qui va être caractérisé par une grandeur qui est positive. Ici, c'est la sublimation. Simplement parce qu'encore une fois, si on garde bien à l'esprit que ces chaleurs latentes, eh bien, c'est une différence d'enthalpie massique entre 2 phases.
On remarque que si je m'intéresse aux chaleurs latentes de vaporisation et de fusion ici, et que je somme ces deux termes, les enthalpies massiques ici du liquide vont se simplifier. Il nous reste la différence entre l'enthalpie massique du gaz et du solide. Et donc ça correspond à rien d'autre en fin de compte que la chaleur latente, l'enthalpie massique, de sublimation en fin de compte, quand on somme ces deux termes. Et donc, si vous avez besoin de ce terme-là, en fin de compte, ça ne sert à rien de le tabuler, puisqu'il suffit de faire la somme des deux termes qui se trouvent à ce niveau-là. Et donc, à partir de deux chaleurs latentes, on peut avoir accès, en fin de compte, à toutes les autres. C'est pour ça que dans le tableau, j'en ai fait apparaître que deux. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, donc chaleur latente de fusion, chaleur latente de vaporisation, ce sont des grandeurs énergétiques qui sont positives. Si je reviens rapidement sur le tout petit graphique que j'avais fait sur la première page. Donc ici, on a donc une fusion, une vaporisation. Remarquez que j'avais noté ces deux changements d'état en rouge. Et puis je vous avais dit, on change de sens et on s'intéresse à la sublimation ici. Donc là, attention, on a changé de sens. Et je l'avais mis en rouge également. Alors, c'est directement lié à ce que je suis en train de dire en ce moment. Donc la fusion, la vaporisation, ce sont des changements d'état caractérisés par des chaleurs latentes qui sont positives. Et il en est de même pour la sublimation, puisqu'on a dit juste avant que la sublimation, si vous voulez avoir accès à la grandeur énergétique correspondante, il suffit de sommer les deux grandeurs énergétiques qui sont ici. Donc, les trois changements d'état que j'ai fait en rouge ici sont des changements d'état qui sont endothermiques. Les chaleurs latentes correspondantes sont positives. Par voie de conséquence, les trois autres changements d'état seront des changements d'état exothermiques caractérisés par des grandeurs énergétiques qui seront négatives. Donc, ces termes de endothermique et exothermique, vous devez donc les connaître. Donc, si je reviens à cette approche énergétique, voilà, c'est ici. Donc, on dit que un changement d'état est endothermique si la grandeur énergétique correspondante elle est positive. Donc, ça, on avait dit dans le premier cours de thermo, et puis après, on l'avait redit dans le premier principe, que si la grandeur énergétique elle est positive, ça veut dire que le système il reçoit effectivement donc, de l'énergie. Et donc là, en l'occurrence, pour pouvoir réaliser une fusion, une vaporisation, une sublimation, notre système doit recevoir de l'énergie pour que le changement d'état puisse se faire. Et à l'inverse, si vous vous intéressez donc à la solidification, la liquéfaction ou la condensation, on a des changements d'état qui sont exothermiques. Les chaleurs latentes correspondantes sont négatives. Autrement dit, de l'énergie va être libérée lors de ces changements d'état. Bien. Pour finir, la variation d'entropie donc lors du changement d'état. Ça, c'est un terme qui est à connaître. Donc là, il faut faire attention. Lorsqu'on a fait le cours sur le second principe, le chapitre 4, dès lors qu'on avait donc, des phases condensées ou des gaz parfaits, les termes de variation d'entropie, ils vous étaient rappelés. Donc, je vous ai dit les formules pour le gaz parfait, pour la phase condensée idéale, le CLM2T par exemple, pour ne citer que cette formule-là, ça, c'est des relations qui vous seront rappelées dans les exercices et le jour du concours. Ce n'est plus vrai pour le changement d'état. Donc, cette grandeur-là, cette ici, équation, cette formule ici, elle est à connaître. Donc, ça là, attention, il faudra bien la retenir. Bon, après, il n'y a rien d'extravagant. La variation d'entropie lors du changement d'état, c'est la variation d'enthalpie sur la température de changement d'état. Donc, vous vous rendez compte que, compte tenu du fait que le delta H, c'est une grandeur tabulée qu'on vous fournit, la valeur du delta S correspondant, c'est immédiat, on y a accès très, très facilement. Bon, attention, dans l'application numérique, la température, il faut bien évidemment qu'elle soit en Kelvin, comme à chaque calcul de variation ici d'entropie. Monsieur? Oui. Pour la chaleur latente, c'est une donnée, on a défini la pression, mais c'est-à-dire que, par exemple, si on passe une sublimation, est-ce que c'est la même valeur que si on passe, je sais pas moi, de moins 3 degrés à du coup 100 degrés, et de moins 1 degré à 100 degrés? Non.
Non, là, la chaleur latente est propre à un changement d'état, à un palier donné, quoi. Si vous n'avez pas le même palier, vous n'avez pas la même énergie, en fait. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même dépendant de la température initiale, quoi. Alors oui, mais d'ailleurs, hein, sur le petit exemple qui va suivre, vous allez voir qu'on va effectivement, bon, alors imaginez un chemin hein, pour aller de l'état initial à l'état final, mais on va rejoindre le palier de changement d'état hein, caractérisé par des valeurs de changement d'état bien fixées, hein, donc 0 degré Celsius pour la fusion, 100 degrés Celsius pour l'ébullition, hein, si on travaille sous pression atmosphérique, par exemple. Ok, merci. Bien. Alors, pour finir, eh bien, donc, un petit exemple super classique. Hein. Donc, on prend un verre et dans ce verre, on met un morceau de glace et de l'eau liquide. Hein. Et puis, donc, on va faire un bilan hein, énergétique, un bilan anthropique sur ce système-là. Bon, alors, si on lit un petit peu hein, l'énoncé, donc on prend un glaçon de masse 20 grammes qui a la température initiale de moins 19 degrés Celsius et on va rajouter donc un volume d'eau liquide de 250 millilitres qui, lui, hein, est à 25 degrés Celsius. Bon, on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère, donc là, la raison, c'est un peu toujours la même. Hein. Donc, quand on a des échanges entre un liquide et un gaz, eh bien, donc, ça nécessite donc, des constantes de temps qui n'ont pas le même ordre de grandeur qu'entre des phases condensées, par exemple. Là. Et donc, c'est pour ça qu'on néglige ces échanges thermiques entre le liquide, le glaçon et puis l'air environnant. Hein. Donc, tous les termes énergétiques mis en jeu hein, vont être liés simplement à cette histoire du changement d'état. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer l'état final obtenu, puis de faire un bilan anthropique. Alors, ici, hein, lorsqu'on s'intéresse à un exercice sur les changements d'état, hein, bon, ben, on n'a pas 10 000 trucs à disposition, hein, à savoir on n'a que le bilan énergétique et le bilan anthropique. Bon, le bilan énergétique, on peut le faire hein, de deux manières différentes, en fait, suivant la manière dont l'exercice est posé. Donc, ici, hein, si vous regardez bien, hein, au niveau de l'énoncé, on ne vous dit pas ce qu'on obtient au final. À savoir, on mélange de la glace et du liquide, et puis on vous demande de déterminer l'état final obtenu. Et donc, en fait, ce qui va nous permettre de déterminer cet état final, hein, c'est de faire le bilan énergétique. Donc là, en fait, hein, ce n'est pas tellement hein, les termes énergétiques qui vont être intéressants pour nous, hein, mais ce bilan énergétique va nous permettre de connaître l'état final. Alors pourquoi? Parce que quand on mélange de la glace et du liquide, hein, on peut obtenir en fait que de la glace, ou on peut obtenir que du liquide, ou on peut obtenir un équilibre liquide-glace suivant hein, ce qu'on met dans notre milieu réactionnel. Et donc, c'est ce bilan énergétique qui va nous permettre en fait de valider une hypothèse que l'on va faire, à savoir, dans cette première question, on va faire par exemple l'hypothèse qu'on n'obtient que du liquide, et le bilan énergétique va nous permettre de voir si l'hypothèse elle est correcte ou pas. C'est en ça que le bilan énergétique est intéressant. L'exercice aurait été un tout petit peu différent hein, si on vous avait dit, bon, ben, on mélange vos 20 grammes de glace à la température machin avec l'eau liquide à la température machin, on obtient un équilibre diphasé qui contient 20% donc en masse de glace et puis 80% en masse de liquide, faire un bilan énergétique. Bon, ben, si on vous donne l'état final, à ce moment-là, oui, on fait un vrai bilan énergétique tel qu'on a pu le faire hein, sur le chapitre précédent et qui va correspondre au bilan qu'on va faire malgré tout ici. Hein, mais en tout cas, à partir du moment hein, où on vous donne l'état final, on peut avoir accès hein, eh bien, à des données énergétiques. Ici, hein, on va prendre le travail dans l'autre sens, hein, à savoir, hein, c'est le bilan énergétique qui va nous permettre de déterminer l'état final. Bien, alors, ici, hein, donc, on va s'intéresser au système qui est constitué par la glace et par l'eau, et le but, c'est de déterminer donc l'état final. Donc, à l'état initial, on a de la glace, une masse petit m à la température θi. On a de l'eau liquide. On peut avoir accès facilement à la masse m', puisqu'on vous donne le volume, hein, qu'on a la masse volumique dans l'énoncé, et la température de départ, θe. Et ensuite, on va avoir un état final que l'on ne connaît pas. Donc là, j'ai envie de dire, hein, on a une chance sur 3, à savoir, hein, on va faire une hypothèse.
par exemple, ici, qu'on a donc uniquement du liquide à l'état final. Et j'ai envie de dire, si on a de la chance, on a fait la bonne hypothèse une fois qu'on va avoir fait le calcul et qu'on va vérifier cette hypothèse et la question est terminée. Si on n'a pas de chance, il faut faire une autre hypothèse et recommencer le calcul. Donc là, dans cette première question, on va faire la bonne hypothèse, à savoir, en l'occurrence ici, à l'état final, on a ici uniquement de la glace et puis de l'eau, mais que sous forme liquide, à la température θF. Et donc là, l'idée, et c'est en ça que le bilan énergétique va être intéressant, c'est que si on a uniquement du liquide à l'état final, ça signifie qu'on va obtenir une température finale qui est supérieure à 0 degré Celsius, parce que si on avait 0, ça voudrait dire qu'on a un équilibre diphasé, et inférieur à 0, ça veut dire qu'on a uniquement du solide de présent. Monsieur, Oui. la bonne hypothèse, il faut la faire au bon sens. Enfin, faut bien choisir son hypothèse, quoi, avec les données qu'on a, c'est ça? Disons, le bon sens, il est plus ou moins facile. Il est plus ou moins facile à avoir, j'ai envie de dire. Donc, dans la première question, on part de 20 grammes de glace et de 250 grammes de liquide. Et donc, je vous dis, on va obtenir que du liquide. C'est la bonne hypothèse. Et vous prenez quoi comme hypothèse de bon sens pour la deuxième question? On part de 150 grammes de glace et 250 grammes d'eau. C'est bien ça. La question que je me posais, c'est en fait, il y a plein d'exercices dans lesquels on va avoir plein de schémas à tester. Oui, après, vous en avez alors plein, il n'y en a que 3 au maximum. Donc, disons, si vous n'avez pas de chance, vous prenez une première hypothèse, elle est fausse, vous en prenez une deuxième, si elle est fausse aussi, ça veut dire que forcément, c'est la troisième. Donc, dans la pratique, tout se passe comme si on n'avait que 2 calculs à faire, mais effectivement, si vous n'avez pas de chance et que vous ne prenez pas la bonne hypothèse, il faut refaire tout le calcul en entier. Ok. Alors après, c'est un peu toujours pareil. Suivant l'exercice, comment il est posé, on peut quand même vous aiguiller. Donc là, je demande dans la question 1 déterminer l'état final et puis de reprendre la question avec d'autres hypothèses. C'est pour vous montrer lorsque on se trompe d'hypothèse, pourquoi on arrive à une incohérence. D'accord ? Alors après, le jour du concours, on aurait pu dire dans la première question, montrer qu'à l'état final, on n'a que du liquide. Comme ça, vous avez directement la bonne hypothèse. Donc, c'est le même calcul, mais ça vous fait gagner du temps en fin de compte. Okay. Alors, je vous donne le principe, et puis ensuite, on s'arrêtera là, puisque c'est quasiment l'heure. Donc là, on a un état initial, un état final. Et donc, l'idée, c'est la suivante. C'est qu'on travaille avec la fonction enthalpie ici. Et que cette fonction enthalpie, c'est une fonction d'état, et donc sa variation à elle ne dépend pas du chemin suivi en fait. Donc quand on va aller de l'état initial à l'état final, on va avoir une variation d'enthalpie delta H. Donc au passage, cette variation d'enthalpie delta H ici, on se rend compte assez facilement qu'elle est égale à 0. Alors pourquoi? Parce que si j'applique le premier principe justement entre cet état initial et l'état final, le premier principe nous dit que delta H plus delta EC macro, c'est le terme de transfert thermique plus le travail autre que les forces de pression. Donc là, attention, on a traduit le premier principe en termes enthalpiques, puisqu'on a un changement d'état qui va se faire à pression constante. Et donc, on a la formulation du premier principe en termes enthalpiques qui est applicable. Et comme dans les changements d'état, les grandeurs tabulées, c'est des grandeurs enthalpiques, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette formulation-là du premier principe. Donc là, attention, dès que vous voyez corps pur sous 2 phases, changement d'état ou des choses comme ça, hop, il faut s'engouffrer sur cette formulation-là du premier principe, sinon vous allez vous embêter pour l'évaluation des termes énergétiques, parce que on a dit précédemment que si vous prenez une masse de 1 kg d'eau liquide que vous mettez au congélateur, la bouteille elle explose, vous n'avez plus le même volume à l'état final qu'à l'état initial. Et donc, si vous devez évaluer les termes des forces de pression, etc., vous allez vous embêter. Vous verrez, sur le TD, il y a un exercice où on s'intéresse à ces termes-là. Et donc, si on part sur le premier principe,
en général, on n'arrive pas à aboutir, hein, simplement parce que la grandeur tabulée, c'est une grandeur enthalpique. Donc vraiment, hein, dès que vous voyez un corps pur sous plusieurs phases, c'est cette formulation-là qu'il faut utiliser, hein, pour le premier principe. Bon, ici, on a le repos macroscopique, pas de travail autre que les forces de pression, et comme on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère, on a le delta H qui est égal à 0. Déjà, on sait qu'entre l'état initial et l'état final, hein, on a ici la variation d'enthalpie qui sera nulle. Bon. Comme on a une fonction d'état, le chemin entre l'état initial et l'état final importe peu. Et donc là, l'idée, hein, c'est simplement de regarder ce qu'on vous donne au niveau des données de l'exercice pour imaginer un chemin qui va permettre d'aller de l'état initial à l'état final en mettant en jeu des termes énergétiques que l'on va savoir calculer. Alors, ce chemin, il est tout ce qu'il y a de plus fictif, hein. Est-ce que ça se passe comme ça en réalité? Sans doute que non. Mais comme seul l'état initial et l'état final comptent, on peut imaginer le chemin que l'on veut pour la transformation. Le tout, c'est d'avoir, hein, bien le même état initial et le même état final. Et donc là, le chemin que j'imagine, c'est un chemin ici avec deux états intermédiaires qui va donc, dans un premier temps, faire passer donc, la glace de la température initiale de moins 19 degrés Celsius à la température de changement d'état 0 degrés Celsius. Au niveau de l'eau liquide, eh bien, on ne change absolument rien. Ça, c'est intéressant parce que si je m'intéresse à ce terme de variation d'enthalpie, on a ici de la glace, c'est un solide. Dans le modèle de notre phase condensée idéale, on sait que la variation d'enthalpie d'un solide, c'est C fois la variation de température correspondante. Et donc, ce terme enthalpique ici, hein, déjà, on le connaît. Ensuite, deuxième étape, donc, ce que je vais faire, c'est faire le changement d'état. Sous la température θ0 égale constante de changement d'état, on va réaliser la fusion de la glace. Donc là, on n'a que du solide, donc de la glace. Et après, hein, j'appelle ça de la glace fondue, simplement pour distinguer cette glace fondue, entre guillemets, de l'eau, hein, qui est présente également dans notre dispositif. Hein. Mais la glace fondue, c'est bien évidemment de l'eau. Hein. Bien. Lorsque je m'intéresse à cette deuxième étape, le delta H correspondant, delta H2, on le connaît aussi, puisque cette enthalpie de fusion de la glace, c'est une grandeur tabulée qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc, en multipliant par la masse de la glace, on connaît le delta H2 également. Bon, une fois qu'on a uniquement de l'eau, ici, à la fin de cet état 2, il suffit de ramener donc, ces deux masses d'eau jusqu'à la température finale θF. Donc là, encore une fois, au niveau des termes de variation d'enthalpie, ça ne pose aucun problème, puisque pour la glace fondue et pour l'eau liquide, c'est une capacité thermique fois un delta T correspondant. Et donc, vous remarquez que le delta H, qui est globalement nul, hein, ça va être égal à delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Et donc, la somme de ces trois variations d'enthalpie, ici, va être égale à 0. Et donc, ici, hein, il suffit donc de sommer tous les termes de variation d'enthalpie et d'en déduire la température θF. Alors, vu que c'est l'heure là que j'ai un peu dépassé, hein, je vous laisserai le faire ça pour jeudi. On continuera ce cours de jeudi. Donc là, ce qui reste à faire, hein, c'est simplement à déterminer donc, la valeur numérique de θF et de vérifier que c'est bien positif. C'est bien positif, donc l'hypothèse est vérifiée. Et puis ensuite, hein, vous pourrez vous amuser à le faire pour voir ce qui se passe hein, lorsque donc, on a fait une mauvaise hypothèse. Donc, dans la deuxième question, hein, on met une masse de glace qui est plus importante, 150 degrés Celsius. Et vous allez vous rendre compte, quand vous faites l'application numérique, en suivant le même chemin. Hein. Donc, l'idée, hein, ça sera de faire la même hypothèse, autrement dit qu'on n'a que du liquide au final. Quand vous faites le calcul, vous trouvez θF inférieur à 0. Donc, ça veut dire que notre hypothèse, elle est fausse. Et donc, on n'a pas uniquement du liquide. Donc là, attention, hein, ce n'est pas parce que, on trouve donc un θF négatif que la question elle est terminée, que c'est fini, hein, à savoir, hein, vu que là on a fait une hypothèse où on a donc uniquement du liquide et qu'on a imaginé un chemin de ce type-là, si vous trouvez par exemple dans l'application numérique moins 3 degrés Celsius, comme l'hypothèse elle est fausse, il faut refaire une nouvelle hypothèse et réimaginer un chemin qui permet d'aller de l'état initial à l'état final. Hein. Donc là, on ne peut pas directement conclure si on trouve un θF négatif. Donc ça, il faut l'avoir fait une fois, le calcul, pour bien voir ce que je veux dire. Hein. Donc vous essayerez de le faire pour jeudi. Alors oui.
Je vous coupe juste, on a call, donc on y va avec Pierrick et Axel. Oui, c'est pour ça que je disais que je m'arrêtais là, hein, effectivement. Je sais que certains ont call, c'est pour ça que j'accélère un peu à la fin. Ok. Bien, allez, je m'arrête là hein, pour le coup. Donc, demain, chimie, oxydoréduction. Hein, donc, en particulier, on va s'intéresser donc, à tout ce qui est pile. Et puis, donc, on continuera donc, quand on terminera le cours là, et le petit exemple de physique jeudi. Et il y aura quelques exercices à chercher également. Je vous les envoie là en suivant. Il faut juste que je modifie un petit énoncé encore et puis je vous l'envoie en suivant. Bien. Allez, bonne journée, et puis à demain et bonne colle à ceux qui ont colle. Monsieur, Oui. Merci. j'ai une Au question revoir, par bonne journée. rapport à Merci. l'exercice d'entraînement que vous avez donné. Oui.